Il y a moyen de descendre le son? Parce que sinon, vous n'allez plus avoir d'oreille à la fin de la présentation. Un, deux, on va déjà mieux comme ça, un peu plus fort. Voilà, bienvenue à toutes et tous. D'abord, présenter les personnes qui sont à table et puis peut-être vous demander pour qu'on sache un petit peu dans l'assistance, est-ce qu'il y a plus un public de médecins éventuellement, que les médecins lèvent la main? Ouais, il y en a quelques-uns. Est-ce qu'il y a des assistants sociaux, des kinés? Les kinés, c'est bien, on va faire du transdisciplinaire directement, des accueillants, éventuellement administratifs. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai oublié qui manque? Les filles. Voilà, et des administratifs purs aussi. Voilà. Voilà, mais bienvenue à toutes pour ces présentations et bienvenue aussi à ceux qui sont en ligne, puisque il y a une quinzaine aussi, je pense, qui participent aussi à cette présentation. Je vais vous présenter la table, parce qu'on est beaucoup de partenaires sur ce projet. C'est un partenaire ambitieux, c'est aussi un projet vaste, aussi très enrichissant et personnellement très gai à mener. Donc vous avez Benjamin Fauquer qui est coordinateur aussi de ce projet, coordinateur médical, qui était aussi membre de la Fédération des maisons médicales et administrateur chez FIDAC. Vous avez Antoine Duchâteau, c'est notre partenaire privilégié de l'entreprise Tactique. C'est le CTO. Je commence à retenir. Oh, c'est bien, ouais, c'est bon. CTO, CEO, c'est ça? C'est bon aussi. Et donc, c'est un peu la Bible technique, c'est lui qui est le background, comme on appelle ça, donc vous expliquera tout l'aspect technologique qu'il y a derrière. C'est vraiment relativement compliqué parce que les nombres de sont importantes. Vous avez Luc Steins, qui est directeur général de la société Axel, qui a travaillé aussi au développement de JAT. Je ne sais pas s'il y a des gens de centre de planning ici, éventuellement, mais donc c'est un programme utilisé par les centres de planning familial. Vous avez Michel Roland, qu'il ne faut presque plus présenter, qui a été président de Médecins du Monde, qui est retraité, enfin, casquette, il y en a plein d'autres, donc président du CBS, je crois aussi. Enfin, voilà. Et donc, il vous expliquera surtout l'aspect transdisciplinaire. Et moi-même, Gaëtan Delaverge, je suis le coordinateur général du projet. Et actuellement, je suis toujours directeur de la Fédération laïque des centres de planning familial. Et j'abandonnerai cette fonction au 1er janvier pour reprendre la coordination générale de ce projet. Alors, on va se partager cette démonstration en quelques-uns et puis vous aurez toute une série de questions-réponses aussi. Et je m'adresserai à ceux qui sont aussi puisqu'ils pourront aussi poser quelques questions s'ils le souhaitent par écrit et on essaiera de les relayer pendant cette présentation. Donc Topaz, je ne sais pas ce que ça veut dire Topaz, ça veut rien dire, on a décidé de ne pas perdre d'autre temps, je dirais, pour choisir le nom, donc on a fait vite un brainstorming et voilà, Topaz vous plaisait bien et donc c'est la plateforme sociale santé collaborative, c'est en tout cas celle qu'on souhaite que vous utiliserez demain dans un mixte, c'est-à-dire dans un objet, en tout cas un objet. Alors, je vais aller très vite moi parce que je suis un peu fatigué pour le moment. C'est à la genèse, il était une fois la médecine, on a fait quelques petites images charmantes, donc dans le temps on faisait de la médecine avec un stéthoscope, avec des planches, etc. Ça a un peu changé, donc après toute une série de programmes informatiques, on va pas les passer en revue, mais Medigest et Piqûre, dernier à avoir abandonné, le généraliste Medidoc, d'autres programmes, demain, il était aussi, excusez-moi, compliqué, certaines maisons médicales. Il y a JAD pour les centres de planning, il y a Opal qui sont pour les centres de services, les centres de services intégrés notamment. Et donc, c'est 3 programmes. Et donc, les structures ont décidé de se mettre ensemble en commun, vous le verrez tout à l'heure, pour créer demain Opal. Et donc, d'apporter notre technologie, apporter nos connaissances pour véritablement mettre tout ça ensemble et ramener nos efforts en commun. Voilà. Donc,
et dans quel engagement, je vais déjà passer la parole à Benjamin qui va vous expliquer tout ça. Voilà, donc on continue PowerPoint, oui, c'est important le modèle, les valeurs et l'engagement, parce que dans les dias que vous avez vu juste avant, la plupart de ces logiciels, ils ont été rachetés par une société privée qui s'appelle CareConnect et qui est une société classique. Et donc notre projet, il se veut tout à fait alternatif par rapport à ce genre de développement. L'informatique puisse aussi être gérée selon le modèle et les valeurs d'un engagement social et non lucratif. Et que ce genre d'outils puisse aussi rester dans le milieu social et pas être développé uniquement par des sociétés privées dans lesquelles on n'a aucune participation ni aucun accès et qui en plus nous font payer des prix fous en général l'utilisation de nos logiciels et nous piquent nos données. Voilà. On peut passer. C'est toi qui passes les liens ou c'est moi? Ok. Ça va. Alors, un projet fédérateur. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une phase transdisciplinaire, comme l'a dit Gaëtan, qui puisse être utilisée par différents métiers, mais que ces différents métiers puissent communiquer, ce qu'on appelle la transdisciplinarité, que Michel expliquera tout à l'heure. Donc, entre les praticiens de différents métiers, entre les institutions et entre les institutions, ça veut dire plutôt au niveau d'un centre de santé, au niveau d'une fédération de centres de santé, ou au niveau des secteurs, on parle de différents secteurs ambulatoires, on puisse communiquer entre santé mentale, planning familiaux, médecine générale, etc., secteur de la toxicomanie, qu'il puisse y avoir une certaine communication entre les secteurs. Donc, on veut que ce soit centré vraiment sur les bénéficiaires, les usagers, les patients, peu importe leur nom, mais qu'on puisse ce travail quotidien de terrain. Et voilà, donc le projet est vraiment centré là-dessus, sur les utilisateurs et les professionnels, et qu'on puisse aussi rassembler dans un projet commun, parce que c'est pas évident en fait de développer, vous l'imaginez bien, ce genre de logiciel, des expertises reconnues, des métiers complémentaires et des formes institutionnelles complémentaires. Donc le but, c'est de rassembler aussi ce qui existait au niveau logiciel dans les plannings avec JAD, ce qui existait dans la maison médicale avec Care, et d'en faire un seul logiciel en reprenant toutes les connaissances acquises et en le développant dans une nouvelle interface. Donc c'est basé sur des groupes de travail ouverts. Donc on va vous présenter les groupes de travail juste après. Ce sont des groupes de travail métiers qui font les spécifications fonctionnelles du logiciel, des modules du logiciel, parce qu'il y a plusieurs modules suivant les métiers. Ça permet d'articuler les disciplines et les environnements de travail et pas se retrouver dans quelques années avec plusieurs outils qui sont pas compatibles entre eux. Donc, il y a vraiment la création d'une communauté d'utilisateurs et de développeurs. On voit beaucoup ça dans les logiciels. Hein. C'est ce qu'on appelle traditionnellement les groupes d'utilisateurs. Ici, on a des groupes d'utilisateurs qui sont présents dès la conception du logiciel. Pour mutualiser les ressources et les compétences, on est en train de créer une nouvelle ASBL qui s'appellera Assocare et qui fédère ici toute une série d'ASBL existantes. La Fédération flamande des maisons médicales, qui regroupe une trentaine de maisons médicales, la Fédération des maisons médicales, la Fédération des laïcs, des centres laïcs de planning familiaux, la Fédération des services sociaux, la Ligue bruxelloise pour la santé mentale, le CBSS, Médecins du Monde, le Centre d'interprétariat bruxellois, le CETIS, le SMESB, l'association sociaux, les MAS, donc c'est les maisons d'accueil socio-sanitaire, il y en a 5, je pense, en Wallonie, les projets LAMA qui sont l'accueil des toxicomanes. On a des partenaires techniques, donc Tactique, représenté ici par Antoine Duchâteau, qui développe vraiment la partie base de données qui va vous présenter, base de données sécurisée. Représenté ici par Luc States, qui développe tout l'aspect plutôt interface graphique. L'UCM qui nous héberge aujourd'hui et qui va développer une partie gestion, présentera Gaëtan,
et des autres provinces ou intercommunales comme ici à Liège qui ont développé des parties du logiciel et qui se sont toutes engagées, toutes ces parties techniques se sont engagées à rendre le logiciel open source. Tout ce qu'elles développent, ça c'est une philosophie du projet très importante aussi, open source pour qu'ils puissent continuer à être développés et que l'open source dans le nombre de projets maintenant c'est un gage de qualité du code et de pérennité aussi du code. Il y a un socle de valeurs, donc c'est la mutualisation que vous commencez à comprendre avec tout ce que je vous raconte, la participation, la transdisciplinarité, l'aspect open source, l'accessibilité et l'émancipation. Le dit aussi que on marchandise trop le code, qu'il ne puisse pas y avoir un acteur qui reprenne le code et qui le vende de manière exclusive à des clients. Voilà. L'accessibilité, c'est très important. L'accessibilité du code, l'accessibilité du logiciel et l'émancipation des utilisateurs qui puissent participer un peu à la construction de ce logiciel aussi. Donc c'est voilà une approche participative, même collaborative, je dirais plutôt plus fortement une approche inclusive, évolutive, avec pour l'amélioration des savoirs et des pratiques. Donc notre logiciel, il est vraiment centré sur la qualité des soins. On a une expérience là-dessus et on entend la promouvoir. Et c'est pas un logiciel fait par des techniciens, c'est un logiciel fait par des acteurs de terrain en lien avec des techniciens, avec une approche éthique et importante également au niveau de la manière dont les données sont sécurisées et gérées. Voilà, donc ça c'est de nouveau les mêmes partenaires. Et maintenant, je vais laisser la parole à Michel. À toi. Ah oui. Bonjour. Je suis particulièrement heureux de pouvoir parler aujourd'hui devant vous tous, dans la mesure où j'ai 20 ans à l'acte, 20 ans au forfait, 25 ans avec un dossier papier, 15 ans avec un dossier électronique, et qu'ici c'est vraiment un nouveau départ. Parce qu'on s'appuie quand même sur une expertise, sur un passé assez touffu, assez riche, mais c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre, je pense, de redévelopper, d'utiliser les technologies les plus récentes pour développer un outil qui répond vraiment aux besoins de nos différents secteurs, social santé, d'associatif, social santé, avec tous ces portages et valeurs tels que les a décrits. Alors, il y a ce mot transdisciplinaire qui revient multidisciplinaire, interdisciplinaire, pluridisciplinaire, transdisciplinaire, bon, c'est quoi tout ça? Mais c'est vraiment l'idée d'insister sur la mise en collaboration et l'absence de redondance, donc vraiment que chacun puisse profiter aux autres en amenant une connaissance supplémentaire. À la fin, l'exposé, il y aura un petit schéma pour essayer de symboliser ça d'une façon graphique. Et la transdisciplinarité ici, celle qui nous occupe, elle relève des soignants et des soignés. Donc, on entend bien soignant, soigné, donc c'est quelque chose d'asymétrique. Un médecin malade, il passe de l'autre côté, il devient soigné. Donc, c'est pas une question de valeur, c'est pas une question d'hierarchie, c'est pas une question d'échelle, c'est une question d'asymétrie et qu'il y a effectivement quelqu'un qui est plutôt dans la relation de demande d'aide et quelqu'un qui est plutôt dans la relation de don de l'aide, avec évidemment ce partenariat maintenant qui se développe et qui est dans la conception du logiciel. Une relation symétrique, quelle qu'elle soit, et ça c'est important, donc le médecin évidemment au départ primaire était plutôt développé par des médecins, mais il y a eu des infirmiers, des kinés, des professions du soin, mais pas que, donc tout ce qui relève d'un contact asymétrique se passe toujours de la même façon, toujours. C'est une effet de loi générale, et cette loi a plus de 50 ans, elle a une soixantaine d'années. Elle a été mise dans le domaine du soin, mais elle peut s'appliquer à tous les domaines où il y a des relations personnes ou entre plusieurs personnes, mais asymétriques. Et donc, j'ai pris l'exemple d'un cordonnier. C'est lui qui donne le soin, c'est lui qui donne l'aide, il n'y a pas des chaussures. Et il y a quelqu'un qui a des chaussures qui sont foutues, c'est lui qui est en demande d'aide. Et donc, ça se passe toujours de la même façon.
le client rentre dans la boutique du cordonnier et dit voilà, j'ai un problème, on se dit bonjour, mes semelles, mes chaussures sont foutues, ça prend l'eau. Et puis le cordonnier dit je vais regarder, montrez-moi il regarde la chaussure, et puis il dit ben, c'est un problème de semelle, il faudra commander des nouvelles semelles, je vais prendre note de votre nom, de votre GSM, je vais vous contacter quand je saurai quoi faire. Et donc on a déroulé une consultation, en tout cas un contact asymétrique entre ce cordonnier et son client, qui est une phase subjective où on parle, où on explique la raison de la rencontre, le motif de contact, puis où il y a des éléments plus objectifs, le cordonnier regarde, à la limite, l'infirmière regarde la plaie, l'assistant social regarde les papiers, et puis le cordonnier pose un diagnostic ou une hypothèse de travail, enfin, quelque chose qui va le faire avancer, en disant ce sont des chaussures qui sont vieilles, les semelles sont... Et alors, il va proposer quelque chose, soit toutes les chaussures à la poubelle parce qu'elles sont trop vieilles, soit essayer de les réparer, soit attendre, demander l'avis à un cordonnier plus compétent. Phases qui se sont déroulées, subjective, objective, appréciation, assessment, des procédures, plan, planification, SOAP, c'est tout la même chose. Un garagiste et un client qui a une voiture en panne, un coach sportif avec un athlète, un instituteur qui donne des cours particuliers à un élève qui est pété en maths, etc. Un médecin et le patient, l'infirmière et le patient, le travailleur social et celui qui se passe tout de la même façon. Et donc, c'est à partir de ça qu'on a conçu, mais ça, c'était dès le départ. Je veux dire, dès le départ du tout premier précaire, c'était conçu comme ça. Est-ce que ça, ouais. Alors là, j'ai repris donc un exemple plus compliqué puisque dans le premier cas de figure, on avait un professionnel, un contact, donc qui était ce contact dans le magasin du cordonnier, et un problème, pas de qui était que les semelles étaient décollées. Mais on peut imaginer des situations beaucoup plus complexes. J'en ai pris une, mais qui est quelque chose qu'on a vécu, que j'ai vécu personnellement il n'y a pas très longtemps à Médecins du Monde lors d'une consultation. Donc le premier contact entre un patient et des équipes de soignants, c'était dans le Médibus, dans un squat, une infirmière voit un patient qui n'est pas en ordre de papier, il n'a aucune couverture sociale et il a un sac en plastique autour d'une cheville et elle retire finalement, après quelques contacts, que la confiance soit installée, elle se rend compte qu'il y a vraiment une sale plaie. Et donc, chaque fois, cette fois-là, il y a un contact avec l'infirmière, mais il y a deux problèmes qui apparaissent. Donc, il y a deux appréciations. D'une part, un problème d'exclusion sociale, d'autre part, un problème de pied. Et donc là, il y a eu une plainte. Je ne sais pas acheter mes médicaments parce que je n'ai pas d'argent, parce que je n'ai pas de mutuelle. Bon, là, effectivement, et là, elle va me proposer de passer le lendemain au CASO, dans la consultation de Médecins du Monde, voir une assistante sociale. Là aussi, il a mal au pied, elle regarde le pied, il y a une plaie, elle propose de passer au CASO pour faire un pansement et éventuellement commencer une prise en charge. Le lendemain, il vient en CASO et là, il voit à la fois le travailleur social et le médecin généraliste. Les deux problèmes sont confirmés, exclusion et plaie au pied, mais on se rend compte qu'il boit pas mal, peut-être qu'il prend même autre chose, et qu'il a une saloperie de tout, qui fait que pendant toute la consultation, et tout s'est craché. Et puis, l'assistante sociale se dit que, au fond, ce monsieur pourrait être en ordre mutuel, mais il n'a pas fait les papiers, donc elle envoie au CPS de la ville de Bruxelles, là, plus haute, et voit un travailleur social, on le met en ordre de papier, après deux contacts, voilà, on voit que ce problème se ferme, c'est terminé, il est en ordre de papier, donc il n'est plus, en tout cas au niveau administratif, je ne dis pas qu'il va aller bien pour le reste, mais le problème d'exclusion sociale administrative est terminé. Par contre, plusieurs soignants, au CASO, et une fois qu'il sera en ordre de mutuelle via le CPF, il va pouvoir s'inscrire dans une maison médicale et puis aller voir régulièrement l'infirmière et le médecin généraliste alors de la maison médicale, l'assistant social de la maison médicale. Et en fait, cette plaie au pied, c'est sans doute un mal perforant plantaire, donc c'est peut-être bien un diabète. On fait une prise de sang, effectivement, c'est un diabète. Ce monsieur est non seulement alcoolique, mais il consomme pas mal de produits. Donc, finalement, il est pris en charge au LAMA. Il accepte d'aller au LAMA, où il voit un psy.
C'était tout se révélait être une tuberculose, et donc il est pris en charge au Fares, au Brespo, au Monsieur. Donc, ma perforant planté, oui, c'est le même épisode de soin, hein, c'est le même problème, mais il va changer d'étiquette. Hein, c'était pléoxy perforant. Effectivement, il y a diabète pour une interrogation, puis c'est diabète tout court. Là, c'est tout, et puis ça devient pneumonie de la base droite, et puis ça devient tuberculose. Et on voit donc qu'il y a plusieurs contacts, plusieurs problèmes et plusieurs professionnels. Et l'important, c'est évidemment que les informations qui sont relevées d'un côté ne soient pas perdues, qu'on respecte bien sûr la confidentialité, qu'on respecte tout le principe éthique et déontologique, mais aussi que les soignants puissent assurer une continuité des soins, puissent assurer une coordination, que le patient soit véritablement partenaire, puisqu'il peut prendre ses décisions avec les autres. Donc, il faut imaginer un modèle de recueil de données, un modèle de base de données qui prenne en compte ce genre de travail interdisciplinaire et même transversal. Alors, la multidisciplinarité ou pluridiversité, c'est le fait que on accole les uns à côté des autres différents secteurs, différents professionnels, différents problèmes. Bon, ça a le mérite de les lister, mais on voit qu'il n'y a pas tellement de communication entre l'intérêt déjà un pas en avant où on essaie de se dire bon ben il y a peut-être un problème de santé, il y a différentes approches, mais elles ne communiquent pas. Et donc on voit que dans ces cités, il y a des trous. Donc il y aura des manques dans la prise en charge. Peut-être aussi qu'il y aura des redondances que finalement deux professionnels vont faire exactement la même chose. Et on sait effectivement qu'au niveau psychosocial et même au niveau sanitaire, plusieurs intervenants risquent de faire la même chose sans toujours bien se corriger. La transdisciplinarité, c'est le fait que les différents secteurs professionnels travaillent ensemble pour construire. Et une des conditions élémentaires pour ça, c'est bien sûr se parler, avoir un outil accessible, facile d'emploi, avec les mêmes éléments standardisés, la même structure qui permet de communiquer et de finalement boucler le cercle autour du problème. Et là, on voit qu'il y a même une approche patient, une approche accueil qui naît, et c'est ça qui doit pouvoir servir de base à la conception d'un dossier pluridisciplinaire, transdisciplinaire pour une prise en charge optimale de cas. Alors, j'ai dit structuré. Pourquoi structuré? Parce que sinon, on pourrait simplement noter comme ça en cursif, en ligne après ligne, les différents problèmes, et puis envoyer des feuilles de référence, éventuellement répondre à des feuilles de contre-référence. Mais quand on reçoit une information électronique, par exemple, il faut savoir où la mettre. Bon, si c'est du texte lire, ben, on peut juste ajouter un autre texte lire, et au bout du compte, ça va pas être très utile pour vraiment pouvoir maîtriser l'information, la synthétiser, en retirer ce qui est important. Donc, il faut, comme la comparaison s'impose et assez évidente et assez productive, exactement comme, ben voilà, trois types de maisons. Hein, il y a une maison de Schtroumpf, il y a une maison individuelle, puis il y a une maison un peu expérimentale. Eh bien, dans chacune de ces maisons, probablement qu'il y a une cuisine, probablement qu'il y a une salle de bain, une chambre à coucher et un lit. Si on déménage, c'est important que si on prend le frigo dans la première maison et qu'on va dans la deuxième maison, on mette le frigo de la cuisine dans la cuisine et pas le frigo de la cuisine dans la salle de bain. Ça risque de poser des problèmes. Donc, et la structure de la maison, c'est le nom des pièces. Et la structure d'un dossier santé, c'est le nom des éléments qui structurent ce dossier. Et le nom des éléments, c'est, on a déjà vu, il y a le temps, évidemment, qui structure en période. Il y a les professionnels, donc toutes les données sont datées et signées. Il y a le fait qu'il y a des problèmes de santé, qu'il y a des contacts, que pendant un contact, il peut y avoir plusieurs problèmes abordés. Donc, il y aura des sous-contacts, il y aura des procédures qui sont réalisées pour préparer les chaussures ou bien envoyer le patient chez le travailleur social ou bien lui conseiller de prendre un médicament ou de ne rien faire ou de revenir ou d'être hospitalisé ou d'aller au Fares. Tout ça, ce sont des procédures et tout ça, ce sont des éléments structurants. Et c'est ça qui permet non seulement de structurer son dossier, mais de les mettre en communication avec le dossier des autres et aussi de pouvoir changer de dossier. Donc, sans trop de problèmes, faire une migration, on prend les éléments structurés dans un autre dossier sans problème. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de dossiers
n'étant pas structuré, ce serait un grand problème de les faire livrer de là. Donc, construire sa maison, parler de la même chose, la meubler, l'habiter confortablement et aussi pour pouvoir déménager. Les critères de qualité, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Bon, finalement, il faut une orientation au problème. Le problème, c'est l'élément, c'est la maladie. Le problème, c'est le diagnostic, c'est un symptôme, un syndrome, n'importe quoi qui fait que quelqu'un va demander de l'aide à quelqu'un d'autre et puis se place dans une relation au long cours. Un découpage en contacts et en épisodes, donc la structure. Et alors, évidemment, on a vu tantôt qu'il y avait la Fédération néerlandophone des maisons médicales, mais il pourrait y avoir des dispensateurs de soins qui parlent anglais. Chinois, l'impression est plus compliqué parce qu'au niveau de la langue, c'est toujours facile. Mais disons qu'on peut imaginer des codes, plutôt que de dire diabète, on dit T90, plutôt que de dire angine, on dit R70, et que R70, ce soit angine aussi en anglais qu'en français, qu'en n'importe quoi. Et donc, parvenir finalement à codifier l'information pour qu'elle soit, comme on dit, interopérable. Sémantiquement, donc au niveau des mots, au niveau des phrases, interopérable. Et donc, le logiciel qui existait déjà, que beaucoup d'entre vous utilisaient, Briquet par exemple, était structuré, découpé en contacts et avait des codes, mais c'est pas toujours basé sur des technologies finalement qui aujourd'hui commencent vraiment à dater, et donc pour ça qu'on a recommencé ici un tout nouveau projet. Voilà des codes communs, ils peuvent exister. DSM, c'est pour la santé mentale, la CSP, c'est pour les soins primaires, la CIF, c'est pour les handicaps et donc peut-être pour les kinés, les NOC, ce sont les résultats pour les infirmiers, la CIMDIS, ce sont des classifications de maladies pour les hôpitaux, et il y a aujourd'hui une grosse méta-classification qui en gros reprend tout ça qu'on appelle SNOMED et qu'on va une autre de façon ontologique intégrer à ce logiciel de base. Donc, comment est-ce que ce dossier sera conçu? Il y aura un cœur commun, c'est-à-dire la structure, et ça c'est vraiment commun, c'est une database, c'est ça qui sera hébergé, c'est activité, Antoine Duchâteau va vous en parler, orienté problème, découpé en contacts, et alors ce cœur sera décliné d'une façon spécifique pour chacun des métiers, pour chacune des professions. Il y aura donc un dossier médical, infirmier, social, psy, patient, et c'est ça ici, donc ce dossier médical de prise en charge des patients. À côté de ça, il y aura deux autres gros modules, un module agenda, un module administratif dont on va vous parler dans. Je pense que j'ai fini. Ouais. Ah non. Widget qui parle de ça? Oui, je ferai les groupes. Donc ça, c'est au niveau du DMI, simplement pour avoir un aperçu pour les médecins de ce qu'on veut soutenir. Donc, on veut soutenir la continuité des soins, la qualité des soins. La continuité des soins, donc c'est d'abord la communication entre le patient et les professionnels, être capable d'avoir un dossier qui nous sert vraiment de soutien dans le temps, de sorte, et on fait ce qu'on appelle des approches par problème de santé, des historiques par problème, ce qu'on appelle aussi des épisodes de soins. Ça peut se faire pour tout type de profession, c'est avoir un historique de tout ce qu'on a fait dans le passé, mais pas un historique simplement ligne à ligne, mais un historique vraiment par problème social ou de santé. Ça, c'est tout le type de documents qu'on échange déjà au niveau des médecins, des SUMERGE, des SUMERGE, mais des lettres de référence, des protocoles, des formulaires de demande de handicap. Donc tout ça, ce sera aussi disponible, bien sûr. Ça existe déjà dans tous les logiciels, mais dans Topaz aussi. Le DMI soutient la prévention, tout ce qui est dépistage, vaccin suivi, tout ce qui est polymédication, multimorbidité, incertitude diagnostique. Donc ça, c'est tous des gros mots, je dirais, mais des choses qui ont pris beaucoup d'importance maintenant dans la suivi des patients qui ont des maladies chroniques et des problèmes qui prennent du temps à gérer, mais dans lesquels le logiciel peut nous soutenir. Et il peut nous soutenir, par exemple, de cette manière-là.
ce qu'on appelle un épisode de soins dont je parlais tout à l'heure, c'est l'évolution d'un problème de santé au cours du temps. Ici, vous voyez, entre 2009 et 2013, on a précisé à chaque fois le problème de santé qui a évolué dans le temps, et on peut retrouver un historique de ça dans le logiciel d'un simple clic. Un autre type d'aide à la décision, c'est l'aide à la décision médicamenteuse qui est déjà disponible dans notre logiciel actuel parce que bien structuré, donc il répond à une certaine structure, comme disait Michel, et donc là c'est le contrôle des effets secondaires des médicaments. Donc on a un système de code couleur ici pour gérer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 effets secondaires en fonction d'ici vous voyez à peu près aussi une dizaine de médicaments, et ça permet de contrôler un peu au niveau médical le type de médication qu'on donne, en ayant accès aussi à des alternatives des médicaments. On est connecté à une base de données en fait finlandaise produite par une société qui s'appelle Duodecim, et on est dans Precare pour l'instant logiciel test pour utiliser ce système qui existe déjà dans plusieurs pays, dans plusieurs logiciels. Et ça c'est vraiment le type de fonctionnalité moderne qui est présente déjà et qui sera présente dans le logiciel Topaz. On est soutenu par la SSMG, vision de la qualité des soins et du suivi. On tient à dire qu'on travaille en collaboration ensemble avec Medispring justement pour tout ce qui est les objectifs de formation et de standardisation. Donc pour ce dont parlait Michel, les terminologies, l'interopérabilité, on va refaire ensemble avec Medispring les listes communes on utilisera le même vocabulaire en gros. Voilà. Et puis moi je sais pas enchaîner sur les groupes métiers, j'enchaîne sur les widgets, j'enchaîne aussi sur les widgets. Voilà pour la partie médicale. Et maintenant la partie plus administrative aussi du logiciel et plus dont on a absolument besoin et qui est indispensable. On a tenu dans notre logiciel à intégrer un agenda pour qu'on n'ait pas un agenda en plus à payer séparément du logiciel médical pour certains logiciels. Donc ici, vous avez une aperçu même de la page d'accueil qui reprendra ce qu'on appelle des widgets. Donc ici, on peut en mettre 8, vous voyez, 4 en haut et 4 sur la ligne du bas. Et ces widgets, on peut mettre dedans soit un agenda, soit une messagerie, soit la liste des messages entrants, soit la liste des tâches à faire ou des rappels. Et chaque utilisateur peut partager le widget un peu comme il veut. Soit on peut mettre 4 agendas en haut et 4 messageries en bas, ou 2 messageries et 6 agendas. Peu importe, en fait, c'est le principe des widgets, c'est pouvoir paramétrer un petit peu son écran comme on veut et facilement. Et ça se met automatiquement à jour un widget. Enfin, c'est pas simplement une copie d'écran, mais l'information qui est à l'intérieur change en fonction de l'utilisateur qui l'utilise. Voilà, on peut paramétrer le widget en fonction de la discipline à laquelle on appartient, le métier, la profession à laquelle on appartient, et aussi le centre dans lequel on travaille. Parce qu'il y a des médecins qui travaillent en planning familial et en maison médicale, par exemple, ou dans un centre de santé, en centre pour toxicomanie et en maison médicale, ou un assistant social qui travaille en maison médicale et en centre de santé mentale, par exemple. S'il utilise le même va se loguer dans son logiciel et choisir 2 types de profils, soit le profil du centre 1, soit le profil du centre 2, en fonction de là où. Une autre fonction qui existe déjà dans les logiciels actuellement, c'est la planification, par exemple, vous voyez, pour les visites à domicile, pour les infirmières, surtout les médecins aussi, peut-être pour d'autres professions aussi, via une carte. Ça existe déjà dans le logiciel JAD et ça va être repris dans Topaz. Donc c'est ce que j'expliquais au niveau de la mutualisation des ressources. On a toute une série de ressources dans 3-4 logiciels différents. On va les mettre toutes ensemble dans Topaz pour qu'elles soient disponibles ensemble au sein de la même interface. Et finalement, troisième partie, les groupes métiers. Donc je change tout à fait de sujet. Peut-être on devra encore restructurer notre PowerPoint pour la première fois, parce que pour la prochaine fois, parce que
J'ai l'impression parfois de sauter un peu du coq à l'âne. Mais donc les groupes, c'est des groupes qui ont déjà commencé à fonctionner depuis le début du mois de septembre. Moi, j'ai participé au groupe infirmier, mais il y a aussi un groupe assistante sociale, il y a un groupe psychologue, il y a un groupe facturation, il y a un groupe reporting. Donc, ce sont des groupes par professionnels dont le but est d'identifier, clarifier les besoins de chaque métier, réaliser les spécifications métiers et prioriser ces spécifications, pas vraiment, enfin, doit être développé par les développeurs. Après, il y a une partie qui est faite il y a une partie de la priorisation qui est aussi réalisée par les développeurs. Ensuite, faire les bêta tests. Donc, une fois que le premier module est sorti, il y a vraiment une communication étroite entre les testeurs et les développeurs. C'est comme ça que se développe un logiciel. Et ensuite, former les formateurs, puisque on a aussi une expérience qu'il faut continuer à former les gens pour utiliser un logiciel progressivement. Le principe, c'est de rester proche des besoins, mettre vraiment une grande interopérabilité entre les modules. Donc, tout ça devra être compatible entre eux, comme a très bien expliqué Michel, pour qu'on puisse communiquer de manière transdisciplinaire, augmenter la compréhension du logiciel. Ce que je dis toujours, c'est il y a la moitié du chemin qui doit être parcouru par les professionnels et l'autre moitié par les informaticiens. Et Michel dit toujours, l'informatique, c'est comme une voiture, il faut un minimum. Donc, tout le monde sait très bien que un outil, il faut un minimum de formation pour apprendre à l'utiliser, dans le but d'améliorer la qualité du logiciel et aussi la qualité des soins. Donc ici, on a mis quelques têtes sur la coordination de Topaz, la coordination générale avec une médecin, Emmanuel Berquin, Gaëtan, moi-même, Laurence Teyzen, qui travaille dans un centre MAS à Bruxelles, et Michel. Le groupe santé mentale qui est piloté par Philippe Hoyeuse, psychologue en centre de santé mentale, Vincent Skilebex, psychologue en planning familial, Fanny Della Justina, psychologue en maison médicale, le groupe kiné, Guillaume Papard, maison médicale, Chalini Pétré, je sais plus dans quelle structure elle travaille, en planning familial, et kiné indépendante, infirmière Marie-Louise Fizette en maison médicale, Simon Elst en maison médicale, groupe social Julie Kestelot à la Fédération des services sociaux, Ornella Utri en planning familial, Stéphane Marcella en maison médicale. On prévoit un groupe patient aussi, qui pour l'instant n'est pas encore fonctionnel, mais qui sera piloté par Jerry Warren, un groupe interprétariat avec le CETIS, Simon Brebouet, un groupe comptabilité et facturation avec une représentante de planning et un représentant de maison médicale, reporting, planning, maison médicale, GRH, planning et UCM qui nous accueille aujourd'hui. Voilà. Je te laisse la parole, Gaëtan. Je sais pas s'il y a des... Voilà. Je pense qu'on va terminer. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. J'ai oublié de vous présenter tantôt Denis, qui est aussi ici présent et qui fait partie aussi du projet, qui s'occupe plus de la commercialisation et de la formation. Donc, je vais lui laisser la parole sur l'agenda et s'il veut poursuivre sur le reporting, c'est comme il veut. Donc voilà, j'ai déjà rencontré certains d'entre vous, j'ai déjà venu montrer Topaz ou Précaire, mais aujourd'hui, je vais donc vous montrer l'agenda. Je pense ne l'avoir montré que 2 fois réellement en démo, et ici ce sont des écrans fixes, mais l'agenda qu'on va mettre dans Topaz est complètement intégré. Donc comme le disait la tante, on va pas commencer à passer de l'un à l'autre, tout est dedans. Mais il y a donc moyen de créer les rendez-vous, les modifier, les annuler, et tout ça est logué, l'historique reste dedans. Vous avez toujours accès aux anciennes données au cas où le patient revient, disant je veux de l'information, tout est toujours dans le logiciel. Vous pouvez, en tant que médecin ou autre praticien, depuis le rendez-vous, créer directement la consultation, ce qui vous fera gagner du temps, et vous pourrez voir, lorsque vous cherchez un rendez-vous, qu'il y ait les rendez-vous des patients, gérer, ce que je vous montrerai encore plus précisément tantôt, des rendez-vous avec, il faut un local et 2 personnes. Le logiciel va vous présenter à un moment donné où les conditions de rendez-vous sont optimales. Ce qui vous fera gagner énormément de temps dans votre quotidien. Pour que vos patients soient là à temps, vous aurez la possibilité d'envoyer des SMS et des mails avec des formats très spécifiques ou très larges. Vous pourrez, je vous montrerai tantôt un template, vous pourrez vraiment mettre le nom, le prénom, la date, tout peut être dans le SMS ou dans le mail. Comme ça, vous n'avez plus rien à écrire. Et puis, il y a des périodes dans aussi vous-même.
Les patients, si vous le désirez, vous pourrez leur permettre de prendre des rendez-vous en ligne. On a déjà pensé à ne pas permettre à un nouveau patient que vous ne connaissez pas, on va pas trop donner la possibilité qu'il s'inscrive, que c'est un petit peu difficile à gérer. Mais une fois que le patient est inscrit chez vous, vous pouvez ouvrir un petit peu son accès web et il pourra prendre sur certaines plages, que je vous montrerai tout de suite, la possibilité d'organiser son rendez-vous avec l'infirmier, le kiné, lui-même via Internet. Personnel, il sera possible aussi d'avoir le résultat de vos rendez-vous sur votre agenda directement sur votre téléphone ou votre tablette pour ne pas devoir le copier de l'un à l'autre, ça sera exporté en automatique. Et alors, plus pour dans certains cas où il faut gérer des salles, le flux des patients, le programme vous aidera aussi à gérer tout ça, qui est dans la salle d'attente, qui est sorti du bâtiment, le programme vous aidera au niveau de l'agenda de pouvoir savoir qui est où. Alors, quelques visuels. Vous avez ici, c'est une vue hebdomadaire d'un médecin. Vous avez chaque fois un tout petit peu trop vite, c'est ici. Voilà. Par exemple, les couleurs sont variables en fonction. Ce qui est ici, c'est la couleur un petit peu bleue. C'est une simple consultation avec un médecin, un patient. La consultation mauve, c'est une consultation à 2 personnes. Donc, il y a une infirmière pour un suivi de diabète, une infirmière et un médecin. Il faut un local. Tous les trois conditions sont remplies. Voilà, le patient est ici à son rendez-vous. Les zones vertes, ce sont des visites à domicile. On a aussi placé une réunion personnelle de la personne et il reste des espaces libres ici. Voilà, ça c'est une vue. Autre, voilà, ça c'est une vue d'une journée qui est exactement là, c'est plus précis que la précédente. Et le rendez-vous, j'ai du mal avec ce, voilà. Voilà. Le rendez-vous qu'on voit ici, sur cette page-ci, c'est le rendez-vous qu'on a ici à 18h. Et donc, on peut mettre plein d'informations. Donc, au niveau visuel, vous avez déjà plein d'informations pour pouvoir faire un suivi avec le patient. Vous pouvez lui écrire un texte. Et si le patient veut des informations sur ses rendez-vous passés ou futurs, vous avez un tout petit résumé ici en bas de l'écran. Ce qui vous permet en un seul clic d'informations pour la gestion de votre patient et de son rendez-vous. Alors, ici, j'ai été chercher mon patient dans la base de données et je vois l'un en dessous de l'autre les rendez-vous que le patient a déjà eu. Vous avez aussi, comme vous voyez, une différence de couleur. Le print screen a été pris le 25, aux environs du 25 septembre. Tout ce qui est grisé, léger, en fait, c'est tout ce qui s'est passé dans le passé. Et tout ce qui est encore bien visible, ce sont les rendez-vous à venir. Alors, on a vu avec une consultation de personnes, c'est vous qui décidez de comment vous gérez vos consultations, leur couleur, leur nom. Vous en créez autant que vous voulez pour que ça reste utilisable et lisible par vos utilisateurs de logiciels. Et vous pouvez leur donner différentes caractéristiques. Par exemple, c'est des rendez-vous pour un groupe. C'est le patient peut voir le rendez-vous lorsqu'on est en accès web. Le rendez-vous est visible sur web, oui ou non. C'est un rappel automatique que vous pouvez créer pour ce genre de rendez-vous. Sortira, voilà, vous paramétrez vos rendez-vous comme vous désirez à plusieurs niveaux. Et alors, par rapport à l'envoi de différents textes, voilà, ceci est un template prévu pour un rendez-vous date, donc c'est des templates qu'on peut choisir au fur et à mesure. Et donc, le système va automatiquement remplir les champs variables avec le nom, le prénom, le nom de la maison médicale et des choses comme ça, la date du rendez-vous. Vous n'avez plus à réécrire tout ça. Et à période prévue, le mail ou le SMS va s'envoyer vers le patient, seul ou en groupe. Vous pouvez aussi faire des envois groupés lorsqu'un patient, un prestataire de soins est absent. On annule tous les rendez-vous de la journée en un seul SMS et puis on prend le temps de téléphoner pour replanifier les rendez-vous, ce qui vous fait gagner énormément de temps et des frustrations au niveau de vos patients. Ça, c'était pour la partie agenda. Et maintenant, par rapport à la partie reporting. Donc, nous avons déjà fait une réunion avec notre groupe reporting le 19 septembre, si je me souviens bien de la date. J'ai aussi rencontré certains d'entre vous à ce moment-là. Et donc, nous avons décidé ensemble, par entité, donc Fédération des maisons médicales, planning familiaux et les autres secteurs. Chacun va s'occuper de ces différents rapports. Et là, je suis plus déjà tout de suite vers les institutions. Hop, je reviens en arrière. Vers les institutions. Donc, chacun va bien prévoir ce que l'informaticien doit écrire pour son rapport, pour que vous, dans votre quotidien de création de rapport, il n'y a qu'à cliquer sur un bouton, tout a été vérifié, les bêta-testeurs auront vérifié les données, le layout et tout ça. Il n'y aura pas trop de recherche à faire de votre part. Vous pouvez vous occuper d'autres choses. Chaque fois qu'un rapport sera créé, vous aurez tout anonymisé ou non les données. Si c'est pour votre maison médicale,
enfin votre centre et vous avez besoin d'informations générales sur votre patientèle, vous pouvez décider d'anonymiser ou non les données. Et alors, il y aura plein de rapports par nature. Donc, c'est important pour moi de savoir les bénéficiaires, quel âge, quel genre, quelle localité. Il y aura plein de rapports aussi qui seront disponibles, plus sur mesure pour vous, pour votre quotidien, pour un petit peu mieux gérer votre patientèle. Et vraiment aussi au niveau de la prévention, du suivi, de voir qui est où pour une vraie liste tout de suite accessible sans devoir aller dans un autre programme en externe. Tout ça sera paramétré directement dans le logiciel. Et pour ma part, j'ai terminé. Merci Denis. La volonté de Topa, c'est aussi de faire un outil administratif. Donc c'est plus qu'un simplement un DSSI comme on a dit tout à l'heure, un dossier médical, etc. C'est aussi de faciliter la tâche des administratifs aux équipes plus administratives. Chaque fois, ils reportent, donc parfois on a de bons espoirs que ça dure encore un petit peu de temps. Et donc, soit à la VIC, etc. Et donc de pouvoir avoir une base de données unique qui permettra à la fois de gérer les timesheets des différentes personnes, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont malades, est-ce qu'ils sont en congé, etc. Donc, une synchronisation automatique et qui vous permettra d'envoyer systématiquement, si c'est un Maribel, vous appuyez sur un bouton et tous les 3 mois, il enverra la fiche de paye avec le mail d'envoyer trouver ceci, etc. Donc, l'idée, c'est véritablement de simplifier la vie et de vous simplifier le temps de travail par rapport au niveau administratif. J'ai trop souvent, il faut répéter une fois, 2 fois. Toutes les administrations vous disent, on vous simplifie la vie. En réalité, ils se simplifient eux la vie et ils vous font réencoder dans des programmes différents à chaque fois les mêmes informations. Et donc ça, on a un peu ras-le-bol. Donc, c'est la même chose en matière de gestion des subsides, comptabilité et facturation. Il y aura bien entendu la facturation, donc dès le 1er décembre, mais il y aura aussi toute la gestion automatique des subventions à l'emploi, la gestion des suivi des subventions, la comptabilité et l'intégration d'un rapport d'activité. Aujourd'hui, pour ceux qui sont en train de parler, ils ont un rapport d'activité, ils appuient sur un bouton, l'ensemble des données sortent. Et donc, le rapport d'activité est complet et on rêve d'intégrer peut-être avec d'autres partenaires aussi, gestion des subsides et un programme de compta directement intégré dans le programme, ce qui permettrait d'avoir un programme de gestion des ressources humaines, de comptabilité et aussi lié à la gestion, je dirais, plus professionnelle, médicale et paramédicale, puisque je crois qu'on est aussi professionnel quand on est comptable que médecin, mais ce sont des fonctions différentes et trop souvent on a des couches les unes à côté des autres qui viennent s'ajouter. Ici, on veut véritablement intégrer le tout. Voilà. Et tout ça avec un aspect technique particulièrement séduisant, mais je parle de l'aspect technique. Monsieur Duchâteau aussi. Merci. Le pointeur, merci. C'est le bouton. Je m'appelle Antoine Duchâteau. Je dirais une société privée. Donc on est deux, je pense, dans cette association à être dans le privé. Et on développe des logiciels médicaux. Il y a 3 ans, la société, s'appelle Tactique. Il y a 3 ans, on se posait une question de savoir pourquoi est-ce que les médecins nous téléphonaient en nous disant « Monsieur Duchâteau, j'aimerais bien voir votre logiciel, mais je crois que je vais arrêter la médecine. » Parce qu'on me demande d'utiliser un logiciel et j'ai pas du tout envie d'utiliser un logiciel, je trouve ça horrible. Et ça m'a fait quand même me poser des questions sur la qualité de ce qu'on était capable de produire, nous, fabricants de logiciels informatiques, à partir du moment où les médecins préféraient arrêter leur métier plutôt qu'utiliser les produits qu'on mettait à leur disposition. Et on s'est rendu compte que dans le marché des logiciels, il y avait beaucoup de concentration. Effectivement, Corylus, de logiciels, proposait un produit très standardisé qui convenait pas à tout le monde. Et à côté de ça, il y avait toute une série de petits acteurs qui n'avaient pas toujours les moyens de fournir des logiciels de qualité. Et on s'est dit que soit on se faisait manger, soit on changeait radicalement le paradigme dans le développement des logiciels médicaux. Et c'est un peu ce qu'on a fait. Donc on a pris tout le code qu'on avait développé et on a proposé de le donner gratuitement à nos concurrents. Le meilleur principe pour gagner de l'argent. L'idée étant de mettre en commun tout ce qui pouvait être partagé et laisser les fabricants de logiciels se concentrer sur ce qui était vraiment important, l'interface graphique qu'ils avaient proposée à leurs utilisateurs. Et beaucoup de médecins très âgés utilisent les iPhones et trouvent ça super, mais quand on leur met un logiciel médical dans les mains, ils sont dégoûtés. Donc on se disait, s'il est
3/4 du travail sont déjà faits et qu'on propose cette solution, les fabricants de logiciels, pour pouvoir se concentrer sur le quart qui est vraiment important, faire un super logiciel qui soit agréable à utiliser, pratique, et fasse vraiment gagner du temps aux utilisateurs. Alors, on a fait cette proposition et finalement, il y a 2 sociétés qui ont, à ce stade, décidé de tenter l'aventure avec nous. Enfin, pas forcément 2 sociétés, 2 initiatives, on va dire. Il y a Topaz et Medispring. Ce qu'on a créé, en fait, c'est une plateforme qui va permettre à d'autres groupes de fabriquer des logiciels médicaux. Et quand on a pensé cette plateforme, il y avait une certaine série de conditions qui pour nous étaient incontournables. D'abord, il fallait que cette plateforme soit centrée sur le patient. Alors, notre plateforme s'appelle iCure Cloud. Ça veut dire quoi, centré sur le patient? Ça veut dire qu'on l'a vu, il y a plein d'acteurs qui vont intervenir par rapport à un patient. Assistants sociaux, infirmiers, kinés, médecins, personnel administratif, mais aussi médecins spécialistes, hôpitaux. Et il était vraiment important pour nous que cette information puisse être partagée de manière optimale avec tout le monde. En fait, ce dont on rêve, c'est d'avoir une sorte de dossier médical virtuel où autour de chaque patient, il y a une sorte d'équipe de soins, mais qui est à géométrie variable et qui va utiliser au travers d'une plateforme, au travers d'iCure Cloud et de l'ensemble des logiciels qui se basent sur cette plateforme, vont avoir un accès inconditionnel, enfin non, c'est pas vrai, avoir un accès à l'ensemble des données médicales auxquelles on a décidé de leur donner accès. Je vais revenir sur ce point précis. Mais l'idée, en fait, c'est de rendre le partage d'informations complètement transparent. On ait un seul, en fait, dossier médical pour ce patient qui puisse être partagé avec tout le monde si on le désire. La deuxième chose qui était essentielle pour nous, c'était de bâtir le modèle du logiciel sur la relation de confiance qui existe entre les médecins, ou de manière plus générale tous les prestataires de soins, et entre les prestataires de soins entre eux. Je suis patient, je vais voir un médecin, je vais lui faire confiance. Je vais lui confier un ensemble d'informations qui sont peut-être très personnelles, et ce médecin va, selon les règles de sa déontologie, faire appel à des avis de d'autres médecins. Donc, il va transmettre de proche en proche les informations que je lui ai confiées, respectant la confiance que je lui ai donnée au moment où je lui ai fait part de mes informations au départ. Alors, l'idée au sein d'iCure Cloud, c'est de reproduire ce modèle, de dire que chaque fois qu'un médecin partage l'information avec un autre médecin, il va le faire en utilisant la cryptographie pour garantir que seule l'information qu'il désire confier va être accessible. Alors évidemment, ce serait excessif, peu pratique de devoir systématiquement dire pour chaque information, les autres médecins de la maison médicale, par exemple, ou les infirmiers ou les kinés vont y avoir accès. Donc, on peut définir des règles qui vont par défaut permettre des accès à des groupes d'utilisateurs en qui on a confiance. Et on pourra évidemment passer outre ces règles pour restreindre l'information à restreindre l'accès, à certaines informations qui seraient plus confidentielles. Garantir effectivement qu'il n'y a pas d'abus, toutes les données sont chiffrées. Donc c'était une des bases lorsqu'on a créé la plateforme, c'est de dire l'information est chiffrée par le médecin sur son ordinateur, elle est conservée chiffrée dans le serveur, dans les serveurs de la maison médicale, où que ce soit, et personne, si ce n'est le détenteur de la clé, c'est-à-dire le prestataire de soins qui l'a introduite et les prestataires de soins avec qui il a partagé l'information, n'ont la. Alors, dossier médical, c'est important. Quand on est face à un patient, il vaut mieux l'avoir à disposition. Donc, on voulait aussi que ce soit complètement toujours accessible et très fiable. Ça veut dire que l'information, elle est disponible dans le cloud, mais pas que. Vous pouvez avoir une copie de cette information sur un serveur de la maison médicale. Vous pouvez avoir une copie de cette information sur votre portable. Et on va s'assurer qu'à tout moment, même s'il n'y a pas Internet, votre dossier reste disponible. Et enfin, on voulait que ce soit transparent et ouvert. Et donc, dès le début du projet, on a proposé de le faire dans un modèle open source. Alors, c'est quoi l'open source? C'est de dire que tout ce qu'on écrit comme code, eh bien, on publie ce qu'on a écrit. Et tous les gens qui veulent l'utiliser, même Corylus par exemple, peuvent utiliser l'ensemble du code qu'on a écrit. Mais à une condition.
tout ce que eux font en plus avec ce code, ils doivent le publier aussi. L'idée étant que on va construire un corpus qui va pouvoir être partagé pour tout le monde, pour pouvoir faire des meilleurs logiciels médicaux et améliorer la qualité des produits qu'ils sont peut faire. Tu veux commencer par le calendrier, on va faire la démonstration. Oui. Donc, ça fait 6 mois qu'on travaille sur l'interface de Topaz. Et donc, ah oui, c'est bien, ça fait une bonne idée de mettre, ouais, ça va marcher mieux. Oui. Le moment de vérité. On peut pas avoir une meilleure. Ouais, on va faire comme ça. Bon, ça va être comme ça. Ça va. Voilà. Donc, le logiciel, comme on vous l'a dit, quand vous arrivez dedans, vous allez venir sur cette interface qui est en fait un tableau de bord. Et l'idée de ce tableau de bord, c'est qu'il est totalement personnalisable. C'est-à-dire qu'on va pas avoir les mêmes besoins quand il arrive dans le logiciel que le personnel administratif, qu'un infirmier ou une infirmière. Et donc, on a décidé de vous permettre de modifier ce qui se trouvera dans chacun de ces cadres que vous voyez ici. Donc ici, on a commencé par travailler sur le dossier médical. Et donc, on va présenter les patients récemment vus, les rendez-vous de la journée. Je suis pas encore lié à l'agenda ici avec cet utilisateur-là, donc je n'ai pas d'informations. Les derniers résultats labo et le planning de qu'est-ce que je dois faire, quelles sont les procédures en cours pour mes différents patients. Si j'ouvre un patient, donc je vais directement avoir accès à diverses informations. D'abord, je vais voir qu'il est en règle au niveau de l'assurabilité. Donc, on est déjà connecté à IL pour plein de services et à MyCareNet. Donc ici, alors là, j'ai consulté le dossier comme un médecin, donc je peux juste savoir qu'à la date du jour, il est en règle, genre les détails des informations d'assurabilité. Ensuite, je vais voir l'ensemble des problèmes actifs. Fracture du myocarde, fracture du col probablement, de l'utérus, oui. Un diabète de type 2. Des antécédents médicaux, facteurs de risque, etc., un traitement médicamenteux chronique. Donc l'idée, c'est de vous présenter sur la partie de gauche une série d'informations qui sont résumées. Alors on peut avoir tout le détail avec plein d'informations, tout ce que vous pouvez imaginer en termes de détails sur les différents éléments de soins. Il y en a que ça excite beaucoup. Hein. Moi, je serais plutôt d'avis de les masquer au départ, mais non, il faut... voilà. Donc... Non, vous aimez bien ça. On s'est mis d'accord sur un principe, c'est qu'il y aurait 2 niveaux, un niveau débutant et un niveau avancé, et qu'il y aurait un petit bouton sur toutes les fenêtres, que par défaut, il y aurait que 2 ou 3 lignes dans chaque fenêtre, et que pour les utilisateurs qui sont déjà à un niveau plus avancé, pour appuyer sur un autre bouton ou l'activer par défaut dans toutes les fenêtres, où là, il y aurait toutes les infos disponibles, parce qu'effectivement, pour ceux qui commencent l'informatique, ça fait peur, toutes ces lignes. Donc, à côté d'un instantané du dossier médical que vous avez ici, vous avez une vue chronologique. Vous allez voir l'ensemble des contacts. Bon, c'est un peu un patient martyr sur lequel je fais tous mes tests. Et donc, vous allez avoir une série et pour chaque contact, vous allez avoir des petits codes couleurs ici qui vont reprendre les éléments qui ont été mis soit dans les antécédents, soit dans les éléments de champ actifs, et qui vont vous permettre de savoir qu'est-ce qui s'est passé, enfin, qu'est-ce que vous avez traité lors de cette consultation-là. Lorsque vous sélectionnez un élément ici, vous allez voir que les contacts qui concernent cet élément-là. Vous avez une vue, comment dire, transversale dossier médical
selon différents critères, soit les problèmes, les épisodes de soins, soit aussi certains types d'informations, voire que les contacts, il y a eu des prescriptions, par exemple. Je peux peut-être pas ce bouton-là, je sais pas, ou un mauvais patient. Bref, une série de filtres complémentaires qui vont venir ici. Et dans cette logique chronologique, vous allez voir d'une part tout l'historique, mais en plus, ce que vous avez planifié pour le futur. Dans chaque contact, vous allez avoir qui vont vous permettre d'introduire l'information avec des notions de recherche parmi des listes. Dès que vous commencez à taper, vous avez des éléments qui vont apparaître. Et toute une série de cases diverses et variées. Alors l'idée vraiment, c'est que ces éléments soient sous deux vues. Donc une vue résumée où vous ne verrez que ce que vous aurez, les contacts sont fermés, ou une vue complète quand vous êtes en train de taper. Voilà, c'est les bases au niveau de la présentation du logiciel. Alors ces formulaires qui vont vous permettre d'introduire de l'information sont totalement personnalisables. Donc vous pouvez, en fonction des désirs des médecins, en fonction des spécialités, en fonction des types de consultations, changer le contenu des champs qui vont être présentés ici. On intègre évidemment déjà la prescription, les actions effectuées, de suivi, de traitement, et la facturation. Alors en termes, j'anticipe un tout petit peu sur le calendrier que Luc va vous présenter. Mais donc très concrètement, pour le moment, nous sur quoi on travaille, on est à fond sur deux choses. D'une part, le travail sur cette interface, et d'autre part, tout ce qui est lié à MyCarenet et IELTS. On est en train de passer toutes les homologations. Ça commence mercredi en fait avec notre pour tout ce qui est assurabilité et une partie de la tarification. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui va se poursuivre dans les mois qui viennent. L'idée étant de pouvoir fournir directement un logiciel qui non seulement intègre toutes les fonctionnalités en termes d'interface, mais aussi intègre toutes les fonctionnalités en termes de communication avec les différents services. Merci. Voilà, Luc. Non, Luc Lecourt, pas Luc. Sa parole sur la fin. Hein. Ok. Voilà, mon nom est Luc Steins. Je vais vous présenter quelles sont les dates de disponibilité. Comme vous l'avez vu, on est en train de travailler d'arrache-pied. Il est prévu que pour le 1er décembre, là il est mis 31, mais le 1er décembre, le DMI sera disponible. Il n'est pas encore complètement achevé, mais utilisable et disponible. Donc tous ceux qui normalement veulent migrer, par exemple, des piqûres vers Topaz pourront le faire dans le courant du mois de décembre. Le module Infi et Kiné sera disponible à partir de mars 2019. Pour ce qui est de la migration, donc les piqûres de la fin de l'année, donc la migration se fera durant le mois de décembre. Pour Pricaire, les gens qui sont de Pricaire et qui veulent migrer pourront le faire à partir de juin 2019. Le logiciel Pricaire sera encore utilisable jusqu'au 31 décembre 2019, donc la migration pourra se faire entre juin et décembre. Et les autres programmes, qu'ils soient JAD et le SWAN, c'est à partir de la fin de l'année 2019. Et maintenant, pour ce qui est des prix, d'abord quelques précisions. Les prix seront adaptés en fonction de vos pratiques. Comme le programme est labellisé, vous pouvez demander des primes pour Topaz et donc les prix seront adaptés à vos primes. Si vous avez des primes réduites parce que vous n'êtes pas encore médecin complet, ce sera adapté. Tous les prix qui sont donnés sont des prix équivalents temps plein.
Donc, si certains praticiens travaillent que quelques heures par semaine dans une institution, le prix qu'il aura à payer ne sera que proportionnel à ces heures qu'il passe. Une autre caractéristique, c'est que le prix est global. Donc, tout ce dont on vous a parlé, qui va exister maintenant et dans le futur, est compris dans le prix. Donc, il n'y a pas un prix de base auquel on va rajouter un prix pour l'agenda et de ceci, et un prix pour le reporting, etc. Le prix sera toujours le même et il comprendra tout ce que le logiciel peut permettre. Et comme vous le verrez, le prix est conforme au prix du marché et parfois même un peu plus bas que ce qui se pratique couramment dans le marché. Les prix que vous voyez à droite, le prix de base, donc ce sont des prix toutes taxes comprises, sera de 1 210 € par année, par équivalent temps plein. Ce prix vous donne droit à des primes télématiques qui sont nettement plus élevées que ça. Pour les assistants qui n'ont pas droit à la prime télématique complète, ce prix est réduit à 820 €. Il faut évidemment une première étape qui consiste à faire la migration des données, l'hébergement, l'inscription, enfin toute la partie paramétrage du programme. Cela est à 300 € par équivalent temps plein, 150 € pour ceux qui utilisent déjà Applicaire. Et comme je l'ai dit, ce prix comprend tout ce que le logiciel va permettre de faire et ne sera pas donc coupé en petites tranches et vous donnera accès à tout ce qui existe au début et dans le futur. Je vous remercie. Voilà, l'heure des réponses est arrivée. J'espère qu'on a été précis. Alexis Descamps, qui est donc notre partenaire, qui je remercie encore l'UCM qui nous accueille aujourd'hui gracieusement. Ça nous fait plaisir aussi. Donc, merci à toi, Alexis, pour le temps que tu passes sur nos projets. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et puis, est-ce qu'il y en a aussi sur le net éventuellement? En tout cas, tu peux leur demander s'ils en ont. C'est le moment ou jamais. Alors, quels sont les... Allez-y. Le premier. Allez, je vous écoute. Donc, le partenaire. Non. Donc, c'est une ASBL aujourd'hui. Ce sera une ASBL qui regroupera, pour être clair, pour préciser les choses tout à fait, c'est FIJAC qui est donc l'ASBL des maisons médicales francophones et néerlandophones, qui devrait se transformer dans les 2 mois à venir pour devenir associé, dans lequel s'associera les fédérations de centres de planning, les services sociaux, partenaires importants tels que le projet La Main, Médecins du Monde, etc. Donc pour avoir une étendue globale du projet. Benjamin? La coopérative, ça pose toujours la question de la participation de ceux qui ont les moyens de mettre des parts et ceux qui n'ont pas les moyens. Nous, le principe qu'on a choisi, c'est de continuer à faire une ASBL avec plus de partenaires dans lequel il y aura un conseil des utilisateurs. Donc, on a déjà l'expérience de ce conseil des utilisateurs au sein de l'ASBL FIJAC qui décidait des priorités de développement 2 fois par an. Et là, il y aura de nouveau un conseil des utilisateurs. Le mode de fonctionnement sera dans le règlement d'ordre intérieur de l'ASBL avec les modes de délibération et il y aura des représentants par profession et par secteur. Voilà, merci. Ça sera pas, on ne devra pas retourner. Je pense qu'on est en campagne électorale pour faire les écoles chaque fois retourner à la base pour demander. Donc on aura une structure indépendante qui va pouvoir réagir dans l'informatique qui est pas de repartir. On connaît un peu parfois la lourdeur des différentes structures, que ce soit les fédérations de maisons médicales ou centres de planning ou autres. Ici, on aura vraiment des gens avec des mandats très clairs pour pouvoir avancer et prendre des décisions très rapidement. Parce que c'est parfois ce que j'ai entendu dire, on fait une usine à gaz avec autant de partenaires. Ben non. Déjà, nous travaillons ensemble déjà depuis 1 an et demi, 2 ans. On se connaît bien maintenant. Donc, je vous assure que nos réunions, on fait ça toutes les semaines, 1 heure et demie, bam, bam, c'est assez clair, précis et on prend véritablement des décisions assez rapidement. Voilà. Alors
priori, on n'a pas besoin de fonds aujourd'hui. Enfin, on n'a pas besoin de fonds, c'est-à-dire que nous essayons d'avoir aussi une aide et nous avons des aides aussi régionales. Hein, donc, pour développer JAD, c'est ce qu'on a fait. Puis bon, on doit s'engager à développer quelque chose. Je dirais que comme les autres partenaires qui se lancent dans le métier, et s'il y a des gens qui font du bénéfice, on doit être capable aussi de pouvoir en tout cas faire du bénéfice. La seule chose, c'est que le bénéfice, il sera réinvesti dans la structure et pas aller soit vers des coopérateurs, soit vers des administrateurs qui seraient rémunérés. Donc, il faut qu'on arrive avec le budget qui nous est donné. C'est pour ça que nos calculs de prix sont comme ça. Nous puissions arriver à équilibrer le budget. Alors, pourquoi je veux dire, aujourd'hui, on s'est associé, c'est parce que justement, on s'est rendu compte qu'en étant tout seul, c'était pas possible. Les centres de planning familial, on a développé JAD avec les certificats IELF, etc. On a déjà tout ça qui est installé, puis on les a partagés ensemble, les développements. Et donc, plus on s'associe, aujourd'hui, la province de Namur travaille avec 17 centres de santé mentale qui vont rentrer dans le projet. Et donc, l'idée est d'avoir une base plus large, justement, pour pouvoir ce type de programme pour tous. Moi, je suis assez confiant, mais je pense que dans ce projet, et assez confiant que nos tarifs sont dans. On aurait pu descendre plus bas, on va faire exprès, on va descendre de 100 euros ou 150. Non, on a dit voilà, on va pas jouer sur le prix, on va jouer sur la qualité du service, et on doit réussir aujourd'hui à faire ce projet, un projet qui soit rentable entre guillemets, mais qui soit surtout équilibré. Donc voilà, a priori, on part pas avec une demande via les fédérations pour le moment pour un tel quelconque financement. Oui, mais bon, justement, il n'y a pas de. Aujourd'hui, c'est une LVL. Donc, qui supporte le déficit quand il y a une LVL? Ce sont les partenaires ou alors on fait un boutique. Donc, voilà. Donc, je crois que c'est comme dans tout projet. Hein, vous savez, personne qui supporte le bénéfice, soit l'entreprise, elle tombe en faillite, soit la coopérative, elle tombe en faillite, soit la SBL, elle tombe en faillite. Après, est-ce qu'on reprend le produit ou est-ce qu'on le reprend pas? C'est autre chose. Je pense qu'on ne doit pas être moins compétent. En tout cas, on ne doit pas avoir la honte d'être moins compétent que d'autres dans ce secteur-là. On a beaucoup d'expérience à la fois. Et puis d'autres sont venus apporter. Moi, je suis pas du tout médecin ni infirmier. Je suis prof de maths au départ. Donc, vous voyez, on a aujourd'hui une panoplie de gens autour de la table. Il y a des médecins, il y a des ingénieurs, il y a des responsables, il y a d'autres gens qui ont des formations différentes, au sein autour de juristes, etc. Mais donc, on doit pouvoir équilibrer nos budgets et travailler correctement. Moi, je pense que dans le public, on n'est pas plus bête que dans le privé. Pardon pour ceux qui sont là. Mais bon, la seule chose, c'est qu'on réaffecte le budget, je dirais, dans le projet global. S'il vous plaît. Donc, pour le moment, on est dans un système tant qu'il n'y a pas d'autres modules complètement développés qui en plus ne permettent pas d'obtenir les primes. En effet, c'est uniquement les équivalents temps plein médecins qui seront pris en compte. Il nous quitte, mais c'était prévu. Hein. Il nous avait dit qu'à 15 heures, il est parfait, et 15 heures moins. Vous pouvez partir. Oui, oui. Donc aujourd'hui, il y a un appel d'offres qui a été effectué pour l'Axel, hein, donc qui a été désigné. Pour Tactique, aujourd'hui, il n'y a pas d'appel d'offres qui a été réalisé dans le cadre que c'est la seule aujourd'hui qui est capable de fournir sur le marché. Et donc c'est un marché public en soi, puisque c'est la seule qui est capable de le faire. Et vous devez savoir qu'on n'est pas directement à la loi sur les marchés publics, puisqu'on est financé en direct par une grande partie, donc on n'est pas dans cette obligation-là, mais en tout cas, on l'a fait. Pour l'UCM, c'est la même chose. On avait fait un marché public, même européen, qui avait désigné. Donc, on respecte totalement la loi sur les marchés, mais de toute façon, pour le moment, aujourd'hui, c'est la seule société qui est capable de fournir les certificats, les codes, etc., il n'y a pas de nécessité qu'on le soit. Par contre, il y a un engagement qu'on a pris, et ça, vous pouvez le savoir, même si on ne crie pas sur tous les toits, c'est que si jamais la société venait à exagérer dans les montants qui nous étaient demandés, une période, nous avons aussi une possibilité de droit de sortie et de garantie. Vous savez que notre programme est open source, mais c'est la même chose pour une grande partie du background qui est derrière. Et si jamais notre relation devait faire que nous entendions plus nécessairement avec un partenaire privé, nous pouvons disposer des codes sources moyennant un certain montant. Tout ça est prévu dans la convention qu'on a signée ensemble. Donc on est, je dirais, indépendant. C'est la des choses. Voilà.
Après, voilà, c'est-à-dire le processus qui est par réponse. Est-ce que c'est toujours le Jacques qui va s'ouvrir? Donc, le service sera accessible de 8h à 20h par téléphone. Donc, ça va changer un peu par rapport à FIJAC. Hein. Mais donc, on veut vraiment un helpdesk très proche des gens. Il y aura probablement une partie du personnel de FIJAC qui sera repris, mais il y aura aussi du personnel aussi complémentaire. Naïda est déjà là, et il y en aura d'autres certainement qui viendront dans les prochains jours parce qu'on sait que c'est là qu'on est attendu et c'est là qu'on pense. Et donc, c'est clair que le helpdesk, il devra être à la fois de première ligne. Si on ne sait pas répondre, c'est pas grave, mais en tout cas, qu'il y ait déjà au moins un contact téléphonique. J'ai la chance de travailler avec un jeune informaticien qui est là depuis maintenant 5 ans. Je dirais du lundi au dimanche, il me répond. Le dimanche, je suis pas obligé, parce que je suis un bon client, il répond quand même. Mais on a besoin, quand on ne sait pas travailler, on a besoin de quelqu'un. Donc, à un moment donné, si on ne sait pas faire quelque chose, si on doit attendre 3 jours, ça va pas. Donc, il y aura des questions. Donc, ça sera de 8h à 20h, tous les jours de la semaine. On verra par la suite s'il y a vraiment beaucoup de demandes ou très très peu, etc. On adaptera peut-être, mais en tout cas, on va partir avec un helpdesk disponible du lundi de 8h du matin au vendredi 20h. Oui. Je pense que chez l'esprit, il y a aussi des utilisateurs qui sont en train de réfléchir à des etc. Avec cette histoire de source. Si l'avance publique, c'est le Medispring a choisi de ne pas faire un logiciel open source, donc ils peuvent pas. Enfin, ils peuvent évidemment utiliser le code, mais ça voudrait dire qu'ils devraient ouvrir complètement les sources de leur code, ce qu'ils ne désiraient pas faire, puisqu'on leur a proposé de le faire au départ, et donc ils doivent tout redévelopper à partir de zéro. Ce qui est dommage, mais qui est comme ça, c'est vraiment un choix de société. Et à partir de ce moment-là, malheureusement, ils devront tout recommencer, et donc ils repartent vraiment de zéro à ce niveau-là. Maintenant, ceci dit, je pense qu'il y a vraiment ici depuis le début du projet, une volonté de vraiment créer un dossier social santé intégré. C'était vraiment l'idée de base. Je pense que clairement le projet Medispring à la base c'est de fournir une alternative, une autre option que Corydus aux piqûres essentiellement des médecins. Et je pense que c'est bien qu'on ait deux projets qui partagent la même plateforme mais qui ont simplement des objectifs différents pour que chaque projet puisse fournir la meilleure solution possible pour le marché et les utilisateurs qu'il s'est choisi. Je voulais peut-être dire un petit mot par rapport justement à ces relations Medispring Topaz, parce que bon, c'est vrai qu'il y a des un petit peu différents, il y a des objectifs un petit peu différents, mais on voit bien que la plateforme, ce sera iCure, l'hébergement, ce sera chez Tactic, donc il y a énormément de points communs. Et bon, c'est vrai que c'est peut-être pas plus mal qu'il y ait deux produits différents, mais ces produits différents vont surtout l'être au niveau de ce qu'on appelle le front-end, c'est ce que vous allez voir à l'écran. Mais derrière le back-end, c'est quasiment la même chose. C'est basé sur la technologie et sur toute la connaissance de Topaz. Donc moi, je suis pas toujours du fait de dire on est plus fort tous ensemble et si on peut se mettre tous ensemble, c'est encore pas mal de relations avec Medispring, amicales, très conviviales. Et je pense que leur modèle d'emblée est différent du nôtre. C'est-à-dire que, d'après ce que j'ai pu comprendre, Medispring, les médecins et piqûres voulaient un produit futur dont ils soient propriétaires et entièrement propriétaires, se disant, c'est la seule condition pour ne pas qu'on soit racheté, parce que certains ont déjà je ne sais plus de quel logiciel vers les piqûres, puis maintenant des piqûres vers Care Connect, puisque c'était ça la voie royale. Et donc, le mot qui disait tout le temps, c'est ça, plus jamais, ça on ne veut plus. Nous, on devient fou, on est mort d'angoisse, et donc on veut quelque... Bon, d'un autre côté, je pense que l'open source aurait permis ça. Donc, on aurait pu aller vers une collaboration beaucoup plus étroite, mais les deux modèles économiques étaient incompatibles avec des coopérateurs et des parts pris, et puis d'autre part, l'open source est une espèce de communauté participative et collaborative. Il n'en reste pas moins vrai que il y aura toute une série de bases de données, des thésaurus, des procédures chirurgicales et autres,
les ontologies avec l'interopérabilité SNOMED, là j'ai montré tantôt les classifications. Donc il y a plein de points communs. Et je dis que les gens qui travaillent vraiment sur le logiciel ont des contacts aujourd'hui, je vais pas dire quotidiens, mais plusieurs fois par semaine, quoi, ou 2 fois par jour, voilà. Donc, la semaine passée, on est allé, Luc et moi, rencontrer des gens de MediSpring ici tout près à Namur, et probablement qu'on va essayer d'arriver à un rapport de collaboration qui soit le plus ouvert et le moins conflictuel possible. Donc, je pense qu'on va même essayer de mettre ça par écrit et de travailler vraiment de concert, mais les deux modèles, en fait, et c'est là que se trouve je vais dire le problème, en tout cas la réalité du terrain, c'est que ces deux modèles économiques là, ne sont pas compatibles et que c'est ça qui fait que on va aller vers deux front-ends différents, ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose en soi. Alors, donc, il y aura aucun problème si des gens d'Épicure veulent aller vers Topaz ou que des gens de Précaire veulent aller vers Spring. Il y a une entente et il faudra simplement qu'il y ait des scripts de migration, mais vers un produit commun quelque part qui est Azure. Donc, il y a vraiment une communauté de produits. La structure notamment sera la même, les éléments structurants et même probablement les bases de données pour alimenter. Vous avez reconnu là le thésaurus, j'imagine ceux qui utilisent Briquet. Donc on est occupé de concert à essayer d'améliorer ces bases de données. Il y a un groupe de travail auquel Benjamin participe depuis des années à l'école de santé publique de l'UNB, qui va probablement s'élargir sous l'égide de la SSMG, dont font partie les gens de MediSpring. Il y a vraiment un mouvement qui est en route et qui va vers, je pense, un produit de très grande qualité structurelle avec en même temps des énormes qualités au niveau technologique. Parce qu'on parlait de marché, c'est vrai que je pense qu'au niveau de l'hébergement, du cryptage, de la sécurité, de tous les connecteurs réels, Tactic est vraiment de loin en tête et même, je dirais, en avance par rapport à IELTS, à leurs connecteurs. Donc, en fait, tu as quasiment tout refait. Voilà, et ça marche. Oui, une question? Oui, j'aimerais comprendre jusqu'où va l'étude de la productivité artificielle. Je prends des exemples pour essayer de me faire comprendre. Est-ce que pour la passion, une maison médicale, commun avec l'ensemble de la ça veut dire que les prestataires ont accès aux mêmes infos. Ça évite de devoir encoder 2 fois le même patient dans la base de données. Il pourrait avoir. Aussi, les différents prestataires décident de partager. Donc, le prestataire de soins est toujours libre de choisir ou non de partager l'information avec un autre prestataire de soins. Et on peut établir des règles qui rendent ces partages automatiques, mais on peut toujours passer outre les règles pour certaines informations. Il y aura un des widgets qui sera l'équipe de soins, dans lequel on verra de manière transparente quels sont les professionnels qui sont impliqués, qui ont le droit de lire ce dossier. Déjà ceux qui n'ont pas forcément le droit en écriture, mais le droit en lecture au moins. Ce sera un peu comme on a les relations thérapeutiques dans IELTS pour l'instant, mais là étendu à tous les professionnels. Parce que si on attend qu'IELTS le fasse, on peut attendre encore 25 ans. Je compte sur ma question du livre. Donc, la limite, c'est les utilisateurs des logiciels qui sont sur la plateforme iCure. Donc, un patient, un médecin qui utiliserait MediSpring pourrait aussi, encore une fois, partager la même information puisque la langue pour représenter l'information est commune et ultimement, les données sont stockées sur les mêmes serveurs. Je voulais juste ajouter aussi encore un tout petit. Un des widgets qui, personnellement, me tient à cœur, c'est le widget de chat. Et donc, l'idée, ce serait vraiment de fournir aussi, alors, je ne sais pas si vous connaissez Slack, peut-être plus WhatsApp, mais en tout cas, une sorte de communication instantanée, orientée santé, qui permettent à des acteurs qui sont décentralisés d'avoir un moment de discussion sur un patient tout en ayant un accès immédiat à l'information médicale qui est tout en garantissant encore une fois qu'uniquement l'information qui a été partagée est visible. Oui, monsieur. Donc, monsieur. J'avais 2 questions du RGPD. Je veux savoir s'il y avait une notion de
patients qui sont des et donc, une question surtout l'analyse d'impact de protection de données, à savoir, je suppose que c'est chaque organisme qui est responsable du traitement, ou le tactique qui est responsable de son traitement. C'est tactique qui stocke les données. C'est tactique. Donc, on s'est volontairement mis dans une situation assez particulière où, si ce n'est les données administratives qui ne sont pas chiffrées et pour lesquelles, évidemment, on est totalement soumis au RGPD, les autres données, on n'y a en fait pas accès. Et à partir du moment où elles sont chiffrées, on ne peut ni les lire, ni accéder d'aucune manière que ce soit, et ni les traiter. Donc, on reporte sur la personne qui est vraiment responsable de la donnée, c'est-à-dire le médecin. Il y a Céline Ami, je pense, qui vient de sortir un document justement sur l'application de la RGPD à l'ordre des médecins, qui vient de sortir aux médecins. Évidemment, on est dans un cas un peu particulier. Je pense qu'il faut vraiment lire ce document parce que parfois la RGPD se télescope un peu avec la déontologie. Est-ce qu'on va pas demander l'avis à un médecin confrère? On a vraiment besoin de son avis pour soigner efficacement un patient simplement parce qu'on se met en porte-à-faux par. Donc, ultimement, le problème se pose, je pense, au niveau du prestataire de soins, qui doit gérer ces données en respectant la confiance du patient et en respectant les prescriptions de la RGPD et de sa déontologie. Par rapport au consentement, il y a pas mal de choses qui sont en cours. Il y a beaucoup d'avis différents aussi, qui divergent. Dans la sorte de planning, au départ, on a dit qu'il faut demander le consentement. Maintenant, le fait qu'il passe la porte suffit pour faire que la personne consent. Donc, on ne passe pas dire à diffuser des informations extérieures, mais en tout cas, en faisant une consultation, indirectement, il y a ce consentement est valorisé. Donc, c'est pas toujours simple, et je pense que ça va encore évoluer pas mal sur les prochains mois. Au niveau de la relation de soins individuels proprement dit, il n'y a pas besoin de consentement. Par contre, au niveau d'action ou qu'on peut avoir dans un centre de santé, typiquement la diffusion d'une newsletter, d'un journal, là il y a besoin d'un consentement parce que c'est pas une relation de soins individuelle et qu'on constitue une liste avec des gens auxquels on envoie. Et donc effectivement il y aura besoin de consentement dans le futur, mais pas pour ce qui est des dossiers médicaux ou infirmiers individuels proprement dit. Et ça il faudra l'expliquer aux gens. Il y a aussi un autre aspect qui est pour moi intéressant, c'est qu'on va se retrouver, puisqu'on est en train de développer un langage commun entre plusieurs logiciels, avoir une plateforme centralisée où même si les données sont chiffrées, on a en fait un trésor d'informations médicales qui pourrait être utilisé à des fins de recherche scientifique. Et donc la manière dont on a pensé pouvoir permettre ça, c'est à un moment si des chercheurs veulent avoir accès à une information, c'est un accès complètement anonyme parce qu'on chiffre totalement le lien entre quel patient et la donnée médicale. La donnée médicale elle-même, tout ce qui est tapé, tout ce qui est scanné, tout ce qui est n'est pas complètement structuré, il y a une codification est chiffré par défaut pour tout le monde. On peut choisir ou non de chiffrer aussi les codifications, des codes, des informations médicales, mais qui sont toujours anonymes. Et on pourrait dire, voilà, si un chercheur trouve dans cette intéressant, il peut demander un accès finalement, la manière dont on le voit, c'est qu'on demanderait l'autorisation directement au médecin concerné pour l'ensemble des données qui pourraient être intéressantes. Pour chaque médecin aurait sur son ordinateur un pop-up qui viendrait dire, voilà, telle étude scientifique est en cours, on a repéré tel et tel et tel de vos patients qui pourraient servir à cette étude. Est-ce que vous décidez ou non de partager cette information? Avec une troisième possibilité, est-ce que vous décidez plutôt de laisser votre patient choisir? Puisqu'on a aussi dans le développement de Topaz qui est de permettre aux patients d'avoir accès à son dossier et par là même de devenir plus acteur même de ce genre de décision. Il y a 2 questions sur Internet et puis monsieur. On prend une, en tout cas des 2. Michael. De formation prévue rapidement ainsi que est-ce qu'il y aura des formations prévues à CNC? Oui. Donc début décembre,
les formations. Donc, Denis est là. Donc, c'est lui qui se chargera plus particulièrement de cet aspect-là. Donc, oui, il y aura aussi un tuto qui vous permettra de vous y retrouver avec des index, etc., qui vous permettra aussi d'avoir toute une série d'informations par rapport à ça. Oui. C'est une question pratique par rapport à la migration. Depuis Dieu, vers cette base déjà, quel délai peut se faire la migration? On peut démarrer vendredi, le lundi, le logiciel. Deuxièmement, comment seront restructurées les données dans le logiciel? Les données du dossier infirmier, du dossier médical, comment on peut s'y retrouver quelque part. Oui, voilà, l'équipe, l'accompagnement par rapport à tout ça, par rapport à l'équipe qui va migrer. Il y a une liste d'attente, une hiérarchie, donc voilà comment ça s'organise un petit peu. Celui qui paye le plus cher va le premier. Non, c'est une blague. C'est pour qu'on n'ait pas de déficit d'équipe. Donc, typiquement, la migration se fait en une nuit ou quelque chose comme ça. C'est les gens de Medispring m'ont expliqué. Alors, je pense on a combien de maisons médicales qui seraient intéressées, qui ont épiqué probablement 8, tu m'as dit? Ouais. Donc, on va avoir, disons, maximum une dizaine de migrations à effectuer. Ce qui veut dire que je pense qu'on va pouvoir s'organiser ensemble pour les faire de la manière la plus efficace possible. Et enfin, je pense effectivement il y a des notions dans Épicure comme les classifications où on ne respecte pas des notions de codification pour les épisodes de soins, des notions, l'agenda intégré d'Épicure, aussi certains modules qui sont encore assez basiques pour le moment, mais qui permettaient de couvrir certains besoins en tout cas de la kiné et des infis. Là, je pense qu'il va vraiment y avoir une discussion rapide à avoir avec les maisons médicales concernées. Ce qu'on doit intégrer dès le premier jour et ce qui peut peut-être attendre un petit peu plus longtemps ou bien tout intégrer depuis le premier jour si tout est vraiment indispensable. Alors, il y a aussi une possibilité, par exemple, de classification, c'est de voir dans quelle mesure il ne vaut pas mieux migrer vers une logique codifiée plutôt que garder les classifications en faisant des aménagements au niveau de l'interface pour que les médecins s'y retrouvent malgré tout, ne soient pas dépaysés. Là, vraiment, je pense qu'il y a une discussion à avoir avec les utilisateurs d'Épicure. Il faut savoir aussi que, pour cette partie-là, les gens de Medispring, pour tout logiciel, il y a une partie qui se passe sur les serveurs et il y a une partie sur votre ordinateur au niveau de l'interface. Pour la partie serveur, de tout ce qui était nécessaire pour intégrer parfaitement Medispring, et comme intégrer parfaitement Épicure, comme l'équipe de Medispring utilise la version open source, ils ont intégré dans la version open source toutes les structures de données qui permettent de gérer correctement les agendas Épicure, les classifications, etc., etc. Donc là, on récupère déjà beaucoup de code de Medispring dans le back-end pour pouvoir supporter ces structures. Mais encore une fois, il faut voir ce que vous voulez utiliser. Donc concrètement, on fait toujours une migration test. Vous regardez le résultat que ça donne. Vous avez une semaine, idéalement 2 jours. Et puis, et alors on refait une deuxième migration quasiment définitive et la troisième doit être la définitive. En gros, c'est comme ça. Donc, il faut quand même prévoir 2 semaines où les choses commencent à rester. Ouais, exactement pour valider vraiment tous les transferts. Merci Benjamin. Encore une question sur le net et puis après monsieur et les 2 dames. Alors aujourd'hui, c'était plus possible d'envisager que l'agenda. Donc c'est l'ensemble du projet, enfin du programme, c'est-à-dire la partie DSSI, la partie agenda et la partie reporting. On n'a plus voulu saucissonner les choses. Donc l'agenda, il peut vivre tout seul, mais en tout cas pas heureusement à part. Donc, si vous voulez l'agenda, vous allez sur microdo.com et vous l'achetez. Ici, il sera intégré directement dans le programme Topaz et il n'y a pas possibilité de prendre qu'une seule partie du programme aujourd'hui. Monsieur. J'aimerais savoir si on peut oui. Pour lequel on a poussé les gens à se former, s'il y avait une intégration. Et voilà comment ça. D'office, comme disait Antoine, toutes les connecteurs IELTS qui permettent d'utiliser le réseau de santé wallon maintenant, ils sont intégrés
dans IQ Web, dans Topaz, dans Medesprit. Et donc, on peut utiliser le réseau de santé wallon tel qu'il existe maintenant, mais comme il y a beaucoup de limites à ce réseau de santé wallon, que c'est une pile de documents qui, pour des patients, est inconsultable, on prévoit d'aller beaucoup plus loin avec cette plateforme-là. En tant qu'idée, c'était un des projets auxquels nous, on avait peut-être accès pendant des infos larges. Donc, on mettait un peu de sport là-dedans. Et voilà, est-ce qu'on a le chance de pouvoir arriver avec les accès tous les autres professionnels, soit les médecins, des infos qui les résultats d'imagerie. Mais au niveau du réseau Santé Wallon, il faudra demander au réseau Santé Wallon. Il est déjà intégré dans Topaz et Vitalink aussi. Donc les réseaux néerlandophones, flamands sont aussi intégrés. Et le réseau Santé bruxellois, c'est la même chose que le réseau Santé Wallon. Donc, et alors, par contre, avec Topaz, vous aurez accès à toute cette information de manière structurée, organisée, et ce sera effectivement beaucoup plus facile à exploiter que 700 documents. Ici, on travaille vraiment pas par document, on travaille par morceaux d'information. C'est pour ça qu'on vous a expliqué toute la structure d'information. Et l'autre aspect, pour clarifier l'aspect sur le cryptage, pour l'instant, toutes les connexions cryptées qui existent, que vous utilisez soit pour votre banque, soit pour le réseau de santé wallon, c'est le tunnel d'information qui est crypté, c'est qu'on appelle le HTTPS, mais la donnée qui circule dans le tunnel, elle n'est pas cryptée. Dans le projet de Topaz, les deux sont cryptés, le tunnel et l'information. Mademoiselle, on ira. Oui. Alors, les modules kiné et Infi rempliront-ils les données dynamiques? Je vous dirais que oui, ça sera l'objectif en tout cas. Je vous dis pas au 1er janvier, au 1er mars, mais en tout cas, l'objectif est de le faire reconnaître par l'INAMI, bien entendu, et que vous puissiez obtenir éventuellement aussi des prix, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, je pense, avec le module précaire. Voilà. Mais donc, on va, en tout cas, aller vers cette volonté-là. Tout à fait, oui. Infirmiers ou kinés, c'est de les investir le plus possible. Et on dit, il y a déjà 85 personnes à peu près qui sont dans les groupes, mais ils ne sont pas tous. Enfin, je veux dire, dans le groupe infirmier, il y a des dizaines de personnes, je crois, pour le moment dedans. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressé à les rejoindre. C'est assez facile et l'ensemble des réunions, on va essayer de plus en plus les faire aussi en visioconférence. Ça évite les déplacements et donc on peut ainsi voir ce qui s'y passe et participer. Là-bas, madame. Non, pas du tout. C'est uniquement celles qui sont. Il y a une urgence sur Épicure, il n'y a pas d'urgence sur Fricaire. Donc, on essaye de faire le maximum pour que ceux qui sont sur Épicure et qui décideraient de rejoindre Topaz puissent le faire dans de bonnes conditions ici avant le 1er janvier. Et donc, voilà, c'est surtout cette priorité-là qu'on a donnée pour le moment. La seconde, ça nous permettra de gagner du temps un petit peu et de laisser un précaire et de pouvoir développer les modules Infi, kiné, etc. et de faire les migrations dans un délai qui est moins rapide, moins sous le stress que ce qu'on vit pour le moment. D'ailleurs, j'ai oublié de dire tout à l'heure, inscrivez-vous encore dans les groupes de travail. Il y a toujours possibilité d'y participer. Il y a un coordinateur par groupe de travail qui fait vraiment le travail de fond, mais vous pouvez toujours apporter vos idées. Il faut s'inscrire sur info@topaz.fr. Vous pouvez envoyer votre nom, votre prénom, votre email. Alors, 1, 2, 3, 4 questions. Monsieur n'a pas encore parlé. Je voulais simplement demander si les liens qui sont faits entre les données qu'on a encodées depuis des années, par exemple, avec des éléments. Oui. Une réponse rapide et importante. Alors, madame. Oui, notamment. Ouais. Donc, l'idée, c'est vraiment d'intégrer le minimum que vous puissiez continuer à fonctionner. Et après, c'est réparti Pardon. Donc l'idée c'est d'avoir le minimum pour commencer et d'avoir de plus en plus de fonctionnalités qui s'ajoutent au fil des semaines et des mois. Comme on a un logiciel où le programme en fait est sur le web, même si vous avez une copie locale du programme qui vous permet de fonctionner sans internet, c'est très facile pour nous de mettre des mises à jour à disposition, même plusieurs fois par jour, c'est fort.
avantages de ce type de technologie. D'abord, elle est mobile, donc on peut l'utiliser sur tablette, et ensuite, les mises à jour sont beaucoup plus rapides par rapport aux logiciels existants. Epicure ou Precaire, il fallait 2-3 semaines pour faire une mise à jour. À partir du moment où les développeurs avaient terminé leur travail, il fallait encore plein d'étapes. Ici, en un jour, on a une mise à jour. Et j'ai eu la même question pour Epicure. Qu'est-ce qu'on fait entre le mois de janvier et le mois de mars? Clairement, vous aurez un module à disposition, Infi et Kiné, qui sera un module basique, quoi, dans lequel il y aura les informations. Mais c'est important que vous veniez, qu'on fasse un groupe de travail migration Epicure pour voir de quelles données vous avez vraiment besoin dans ce petit module qui s'améliorera après progressivement. Merci. Monsieur. Oui, c'est Olivier. Pas grave. Allez-y, non, mais c'est parce que Vous avez ouvert votre base au niveau du rapport d'activité que chaque année on doit suivre. Et au niveau des statistiques, comment ça va être repris, évidemment, à ce moment-là. Nous, on va essayer de faire un rapport d'activité clair avant notre migration. Mais lorsqu'on va s'introduire, parce qu'il y a un moment maintenant, et puis même il y a des choses qui sont programmées, donc je ne sais pas trop si ça déjà c'est en réflexion, de nouveau ça doit être réfléchi en concertation spécifique. Ouais, mais ça doit, à partir du moment où l'idéal serait de changer tous au 1er janvier. Donc, mais bon, nous, on ne va pas travailler la nuit du 31. Mais enfin, bon, je crois que, voilà, il va bien falloir qu'on trouve un petit système. Il faut donner. C'est ça. Même si vous faites produire votre rapport d'activité du 18 en mai 2019, vous pourrez toujours le produire, vous aurez toutes vos données, je ne discute ça pas pour les structures. Ouais. Monsieur? Si, actuellement, on travaille et en fait, c'est un peu, on doit décider rapidement. Oui. Et la présentation aujourd'hui, on a beaucoup parlé philosophique, finalement, concrètement, le programme, on a 5 clics, mais comment est-ce qu'on pourrait, décider rapidement, et comment on peut conçu des trucs dans le genre là, c'est intéressant de savoir. Et voilà, parce que comment est-ce que moi je peux tester un peu le programme pour décider dans l'explication. Alors, à partir de mercredi, donc mercredi se réunit pour la première fois le groupe médical. Enfin, par la première fois, il y a déjà plein de fois qu'ils se sont réunis, enfin, dans son entièreté, puisqu'il y a une vingtaine de médecins qui font partie du groupe médical. Il y aura une présentation en ligne de Topaz, un peu plus loin, bien entendu, que ce qui est fait aujourd'hui. Et ça, on a demandé aux gens de voir s'ils acceptaient d'être, entre guillemets, bêta-testeurs. C'est-à-dire on est dans la phase, les alpha terminés, comme on appelle ça, on arrive dans la phase bêta-testeur. Alors, ceux qui pilotent, Manu, Benjamin, Michel disent, il en faut pas trop, et en même temps, moi qui suis de l'autre côté, il y a une demande de voir comment ça fonctionne, etc. Donc, je dirais que vous pouvez demander, participer à cette séance, et puis, sur base de ça, solliciter d'être bêta-testeur, ou bien, bah, du tout comme ça m'intéresse pas, et ok, j'en ai vu assez, ou bien je veux y participer, donc les codes seront accessibles, il y aura en train d'installer votre clé de cryptage directement, etc. Donc, à partir de mercredi, fin d'après-midi, on pourra en effet utiliser. Alors, c'est une version qui est encore une version démo. On est le 8 octobre et la version définitive sera pas, et encore elle sera pas définitive, c'est pas avant tout début décembre et 1er janvier. Donc il faut bien comprendre que tout n'est pas encore actuellement développé et que peut-être qu'on est un peu moins loin. Voilà, on va avancer. On a pris le train en marche. Les choses sont faites. Il y a 7 développeurs qui travaillent en permanence pratiquement chez Antoine Duchâteau, directement chez Tactic. C'est la preuve aussi qu'on a une relation étroite entre la société et Asoscare qui pilote les choses. Il y a des développeurs de chez Leclerc, des développeurs de Fijac, il y a des développeurs de chez Tactic. Donc voilà, tout ça s'est mis ensemble. Commune, vous avez vu sur Facebook. Voilà. Donc, maintenant, on va vous dire que tout est dans le détail terminé. Donc, si vous venez me dire jeudi matin, ouais, il y a quelqu'un qui va, machin, etc., bah ouais, encore des choses qui n'iront pas, c'est clair. Et donc, bien faire passer, mais à partir de mercredi dans l'après-midi, vous pouvez normalement travailler, en tout cas voir à quoi ça va, ce que ça va ressembler. Voilà. Peut-être qu'Antoine, tu veux ajouter, mais je crois que c'est mercredi après-midi là, où la réunion est à Bruxelles. C'est comment ça vous donnez les codes, info@topaz.15, je souhaite des bêta-testeurs médecins.
conformément à la réunion d'aujourd'hui, et on vous inscrira et on vous enverra l'accès à la visioconférence ou l'accès à la réunion sur place directement. Et puis après, vous pouvez choisir le bêta-testeur. Tu fais des bêta-testeurs dans la mesure où tu n'as pas encore décidé, moi, ça me pose une question de remettre dans le groupe de travail. Je ne veux pas mettre dans le groupe de travail. Évidemment, de pas se mettre dans. Je dis, c'est pas si facile. On a un mois là maintenant. On a un mois pour se décider. Et franchement, l'info, je vais aller mercredi, mais je demande de l'info par rapport à j'entends bien que la philosophie de base, 100% dedans. C'est complètement le jour le jour du travail. Il aurait fallu un outil qui soit efficace. Et jusqu'à présent, à peu près, je me dis, on a eu ça qui était quoi. Sur comment fonctionne vraiment le programme. Mais je vais alors me remettre à votre disposition. J'ai énormément de rendez-vous dans les maisons médicales, surtout la Wallonie sur Bruxelles, pour vous montrer le logiciel en prenant beaucoup plus que 5 minutes. Je suis à 1h30, voire 2 heures vraiment de présentation, questions-réponses spécifiques au programme. Si il y a toujours via info, vous avez toujours cette attente. Je ne sais pas si vous pourrez aller venir rapidement chez vous à cause de mes rendez-vous déjà pris, mais je sais planifier une vidéoconférence en même temps. Et je fais à distance. J'ai un moins, je pense que je trouve ça impersonnel, mais s'il y a une attente, je le fais. Voilà, on voit ça ensemble et je vous remonte le programme de A à Z, tout ce qui s'est fait à l'instant et là, ça vous permettra de prendre votre décision beaucoup plus sereinement. Où le programme est débuté et j'ai su mon. Tout à fait. Mais aujourd'hui, je suis passé dans plusieurs maisons médicales la semaine passée, à Mont-Saint-Guibert, à Saint-Hubert, à la maison médicale de la Lesse, Bruxelles. C'est 1h30, 2 heures d'explications purement topaz. Les explications globales, je fais un petit peu, mais maintenant, c'est vraiment, je rentre, je monte les écrans, les widgets et tout ça. Je sais faire 2 heures d'explications par rapport à ce que j'ai pu faire en juillet, avec des écrans très stricts et fixes. Mais je dois le faire à cause de votre timing à vous, en live, en vidéoconférence, parce que je ne sais pas me présenter sur le timing qui reste chez tout le monde séparément. Donc, je vais envoyer vos attentes via info et je vais planifier au plus vite et leur donner la meilleure date, le meilleur moment pour planifier une sorte une vidéoconférence spécifique comme je fais en maison médicale. Est-ce que tu fais l'interactif? Alors, moi, je dis ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est pas que ce ne sera pas un programme définitif quand vous aurez votre premier accès. Il faut en tenir compte dans votre réflexion. Oui. Il y a aussi la possibilité de voir comment ça évolue semaine après semaine. On a plus de 3-4 semaines pour se décider. Le problème, c'est que c'est Épicure qui a mis un peu la pression sur tout le monde et on est un peu dépendant aussi. Nous, on a avancé, mais bon, voilà, on fait avec les moyens qu'on a. Et on essaie, en tout cas, par rapport à Épicure, de trouver une solution, mais voilà, il nous renvoie un peu la balle. Nous, on avait prévu fin 2019, donc c'était pas. Alors, on nous a dit, mais non, c'est fin 2018, ce qui n'est pas tout à fait le même. Donc voilà, on a pris 12 mois dans la rue. Donc voilà. Ça convient à ce qu'on avait pris il y a 4-5 mois, c'était d'abord compliqué. Ouais. Ben, t'es obligé parce que. Ouais. Si on voulait, on dirait passer sur Medispring un an et puis revenir chez nous. Mais non, on veut véritablement vous offrir déjà quelque chose pour pas changer d'environnement 2 fois. Donc c'est pour ça qu'on a accéléré. Mais on fait avec les moyens du bord aussi. Oui, facturation forfait. Ah oui. Non. Non, sur Épicure et forfait. Épicure et forfait, il y a des solutions qui seront trouvées techniques s'il faut pour faire le lien entre les deux. Donc voilà, en attendant que ça se fasse, mais parce qu'on annonce des modifications au niveau du module facturation forfait. Et donc, s'il faut, on utilisera une partie de Topaz avec une partie de Precare. Donc, on est en train d'examiner la solution technique pour laisser les deux en attente dans cette situation-là. On trouvera une solution technique, en tout cas, pour le 1er janvier.
Non, mais sur cette problématique-là, c'est surtout une problématique technique. Et donc, pour l'instant, c'est véritablement les développeurs. Par contre, il y a un groupe facturation, etc., de manière plus globale, etc., qui va se réunir. Mais ici, on est vraiment dans du technologie Topaz. On peut la mêler avec la technologie facturation de Bricaire pour tenir le temps nécessaire au nouveau module de facturation forfait. Mais ça sera pas. Non, mais ça sera. On va trouver une solution technique. On l'examine depuis encore cette semaine, et donc voilà, on l'examine avec des gens qui utilisent aussi, et donc on va vous trouver une solution. Ouais. Oui, il y a des gens qui utilisent Épicure, et il y a des gens qui utilisent Épicure plus Fijac, enfin plus Bricaire pour l'aspect facturation au forfait. La facturation reste la même. C'est les mêmes tarifs, M, K. Oui, mais la facturation est la mise de la même, les coûts sont les mêmes, le moyen de financement est le même. La facturation forfaitaire, dans l'absolu, c'est la facturation la plus simple à réaliser. Elle est essentiellement basée sur une table d'inscription des tarifs fixes. Au niveau de l'informatique, c'est la chose, je dirais, la plus simple à migrer ici. Voilà. Je suis d'accord que le module de facturation est plus forcément ça fait tout à fait, mais les données qui sont derrière, dans l'absolu, c'est des données groupées assez facilement. Pas s'inquiéter, je pense pas. En tout cas, on vous garantit qu'on sait bien que si vous n'avez pas les sous, vous ne savez pas travailler. Donc, c'est inévitable que ça doit fonctionner, et donc ça fonctionnera, on peut vous garantir. Donc, on va essayer, en tout cas. Si vous souhaitez venir dans le groupe facturation, envoyez-le aussi, ça nous fera plaisir de vous accueillir, justement pour que vous puissiez interpeller, mais on y est bien attentif. Mais bon, c'est vrai que pour le moment, on prend, je vous avoue, priorité par priorité, et donc on a la certification hier le mercredi, il y a le lancement des bêta-testeurs, et donc voilà, la prochaine étape, mais voilà, depuis la semaine dernière, en tout cas, Luc commence à travailler sur cet aspect facturation aussi, et donc voilà, on est tous le nez dans le guidon, je vous avoue. Attendez, qui n'a pas encore parlé? Allez, monsieur là-bas a déjà parlé, mais les questions-réponses étaient faciles, c'était oui, donc. Donc il y a vraiment une tendance lourde maintenant pour généraliser la IELTS-Box. Je sais de source sûre puisque un médecin m'a téléphoné pour me dire que même Corylus, qui poussait assez fort Hector par le passé, maintenant ça n'a rien de prendre Hector puisque ça va être systématiquement la IELTS-Box qui va devenir le standard. La IELTS-Box est déjà complètement intégrée à Topaz. Donc on peut déjà récupérer ses résultats de laboratoire avec Topaz depuis la IELTS-Box. Donc ça arrive pas automatique dans une partie. Oui. Donc la boîte est relevée automatiquement et après vous avez juste une étape qui est de vérifier que l'assignation automatique du protocole et des laboratoires ait été faite au bon patient sur base de soit son numéro 10 s'il est disponible, alors là c'est facile, il n'y a pas de problème, soit son nom, son prénom, sa date de naissance, et puis les données sont disponibles dans les dossiers. Encore deux questions, je pense. Une, deux, oui. J'ai peut-être rappelé l'info au début. C'est pas grave. Mais, par rapport à la portabilité du programme sur tablette, GSM, donc, tablette PC, Mac, tablette, pas de souci, et plus tard, il y aura une application pour iPhone. Enfin, iPhone ou. Est-ce que c'est via navigateur? Est-ce que c'est via navigateur? Est-ce que la quantité de données, de transfert de données est gérable avec un abonnement 4G? Est-ce qu'on va passer par le Wi-Fi? Ça marche 4G. Ça marche 4G. Et un outil de mobile, c'est l'abonnement avec
C'était la question. Non, ça passe bien par 4G, pas de souci. Les données sont sont transmises. Et dans l'application moderne, il n'y a que vraiment la donnée médicale qui est transmise. Donc, en fait, je pense que typiquement, quand vous ouvrez un dossier, vous avez de l'ordre de 600, 700 cas qui vont consister au maximum 1 mégabyte. Donc, il faut compter, je sais pas, si vous avez une utilisation que sur un 4G, maximum 1 mégabyte. C'est aussi une donnée qu'il faut prendre en compte. Donc maintenant, on n'a pas vraiment de portabilité. Donc, on met l'outil à disposition des travailleurs et aussi qu'on ait des dommages pour l'utilisation des data. Et donc, clairement, 1 gigabyte par mois, c'est je pense pas que ça peut être plus. Non, je pense qu'une demi-heure de Netflix, c'est passé. Faut pas qu'il y ait des mots de Mademoiselle. Ah. Oui, tout à fait, bien sûr. Ouais. En ligne et hors ligne, donc la synchronisation sera possible. Pour le moment, on conseille la tablette. Et après, il y aura une compatibilité. Monsieur. Alors pour l'instant, on fait appel à la bonne volonté. Mais s'il y a des gens qui, à un moment donné, estiment qu'ils doivent le faire, ils peuvent toujours demander. Mais c'est qu'on demande pour l'instant à chaque structure de supporter un peu leur participation au projet, justement pour éviter trop de déficit. Donc, parce que quand il y a 85 personnes par nombre de réunions, vous voyez ce que ça fait. Et donc, voilà. Donc, pour l'instant, par exemple, la Fédération des maisons, des centres de planning, elle me met à disposition à mi-temps jusqu'au 1er janvier. Pour vous donner un peu, voilà, une des participations de chacun. Benjamin est mis aussi en partie. Enfin, voilà, on est tous Michel. Et donc, on essaie de limiter nos frais aussi. Donc, pour le moment, on se demande si on peut travailler à domicile, plus, etc. Donc, quelques heures de travail par semaine pour tester et pour renvoyer. Et donc, je ne dis pas que la coordinatrice, elle est rémunérée, mais l'ensemble de toutes les autres personnes dans chaque groupe, mais dans les coordinateurs, ne sont pas rémunérés non plus dans les autres groupes. Il y a vraiment que le dossier médical avec Manu qui passe vraiment beaucoup de temps. Donc, voilà. Mais les autres, a priori, pour le moment, on n'a pas eu de demande de rémunération. Voilà. Je passe la parole pour conclure. Merci à tous d'avoir fait 2 heures qu'on est ensemble. C'est tout juste, c'est le temps qu'on dit d'habitude. J'aimerais, avant que vous partiez, s'il y en a un ou l'autre qui n'a pas envie d'être trop désagréable et qui voudrait faire une petite interview pour aussi à Kiné. À la sortie, Hugues et Michael seront là, ce serait sympathique. Je veux bien faire le journaliste si vous le souhaitez, en tout cas pour vous demander ce que vous pensez. Ça serait en tout cas bien sympa de collaborer à notre projet. En tout cas, ça nous ferait plaisir. Et je termine avec Alexis qui nous accueillait pour lui passer la parole. En tous les cas, moi-même, avons été ravis de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour cette présentation Topaz. Et nous aussi, l'UCF s'investit, puisque pour nous, le non-marchand est très, très important. On a déjà commencé notre collaboration avec la Fédération des centres de planning. Donc, pour nous, le secteur est important et on voulait également être présent. Et nous aussi, on met à disposition du temps, des locaux et ce genre de choses. Donc, encore merci d'avoir été présent et je vous souhaite un excellent retour. Au revoir.